ce soir. Donc, bienvenue aux parents, bienvenue aux lycéens, donc de seconde, première, terminale. Nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Pelletier, qui vient de l'Académie de Strasbourg, qui connaît bien le lycée franco-allemand et qui pourra, lui, en 1 heure, nous expliquer comment ça fonctionne, quels sont les différents types d'études qu'on peut retrouver en France, comment est-ce qu'on y accède. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, je les relayerai auprès de Monsieur Pelletier. Si ça va trop vite ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas très bien compris, n'hésitez pas à le signaler. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. C'est enregistré, donc ce sera sur le site du lycée. Et la prochaine fois, on se reverra le mardi 6 décembre pour les études supérieures en Allemagne. Ce sera en allemand avec Frau Melgesberg de la mairie de Fribourg. Monsieur Pelletier, c'est à vous. Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis donc Noël Pelletier, je suis psychologue éducation nationale. Donc, je travaille à mi-temps au CIO de Colmar. J'interviens dans 2 lycées colmariens, à Ribaud-Pierre et à Blaise Pascal. Et puis, mon autre mi-temps, c'est à l'Université de Mulhouse. Donc là, je vais pouvoir en effet partager mon écran pour qu'on puisse visualiser ensemble, en effet, voilà, le PowerPoint que je vais mettre en plein écran. Ça sera plus simple. Alors, peut-être déjà juste quelques rappels pour commencer concernant le choix d'une formation post-bac. Justement, ce choix, il doit se baser sur plusieurs critères. Le fil rouge, à mon sens, c'est le secteur professionnel visé. Alors là, c'est vrai que je fais exprès de ne pas parler de métier parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident dès la première ou dès la terminale d'avoir déjà une idée précise voilà, sur un métier pointu, mais au moins de domaine professionnel. Alors, je dis ça, c'est dans l'idéal. J'ai bien conscience qu'il y a un certain nombre, en effet, justement, d'élèves qui parfois n'ont pas encore d'idée spécifique de métier, qui ont besoin de passer d'abord par des cursus assez généralistes où ils vont faire un choix finalement basé sur des types de matières scolaires bien particulières pour finalement affiner le projet au fur et à mesure des 3 premières années du premier cycle. Mais en tout cas, quand on peut se baser déjà, s'appuyer sur justement ce fil rouge-là, c'est toujours préférable. Après, deuxième critère qui va jouer, c'est la durée des études. C'est vrai que si j'envisage une formation directe sur 5 ans, forcément, une licence ou par exemple une classe prépa ou une école de management post-bac peuvent être potentiellement plus adaptées. En tout cas, ça va être un critère justement pour repérer la proportion de théorie que je souhaite en effet dans un premier temps. Et la durée des études envisagées. Le contexte scolaire souhaité également. Est-ce que je veux une formation justement très encadrée, moyennement encadrée, ou au contraire avec une large place laissée à l'autonomie? Donc là, si je donne des exemples concrets, une formation très encadrée, justement théorique, ça serait la classe prépa. Très encadrée, concrète et pratique, ce serait le BTS. Moyennement théorique, moyennement encadré, le BUT ou l'école de management post-bac. Une formation justement qui serait par exemple à mi-chemin entre l'université et la classe prépa. C'est vrai que c'est des formations qui se développent en France là depuis l'an dernier, particulièrement ce sont les CPES, classes préparatoires aux études supérieures. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure de CPES qui mixent, vous voyez, la formation lycée et la formation universitaire. Le coût financier, peut-être juste pour rappeler que en France, on n'est pas forcément obligé de passer par des formations payantes pour avoir des formations de qualité. Il y a des formations privées qui sont de très bonne facture. Là n'est pas la question, que ce soit au niveau école de management ou école d'ingénieur. Mais voilà, au niveau public, par exemple, dans les formations tertiaires, le réseau IAE n'est pas en reste. On pourra prendre quelques exemples là aussi tout à l'heure. On pourra voir que l'IAE de Marseille, par exemple, dans le classement mondial du Financial Times, se figure dans les 70 premières positions dans les masters en management, par exemple. Et de même, au niveau des écoles d'ingénieurs, on a approximativement 200 écoles d'ingénieurs en France. Sur les 200 écoles, finalement, vous en avez approximativement, sur les 20 premières de France, il y en a une quinzaine qui sont publiques. Donc justement, ça c'est les classements des écoles d'ingénieurs, c'est par exemple le classement de l'usine nouvelle ou le classement de l'étudiant qui permet de retrouver des informations sur ce sujet. Bon,
Proximité de la formation, là je sais que autant dans les lycées en France, là en Alsace, j'ai parfois besoin d'insister sur le fait que il faut être mobile et autres. Là, en ce qui concerne les élèves des lycées AEFE, je m'inquiète pas outre mesure, hein. Je sais que généralement ça, voilà, c'est plutôt naturel, hein. Et puis enfin, le projet professionnel plus ou moins défini, c'est sûr qu'un élève voilà, qui n'est pas encore sûr de son projet, une formation universitaire, un IEP ou une classe prépa seront peut-être plus adaptés en effet qu'une formation très ciblée du style BTS, hein. Voilà, donc là, si je poursuis un peu, donc qui dit bac général dit quand même 3/4 d'élèves qui se dirigent vers des études longues, mais là c'est plutôt évident, hein. Et vous voyez, en termes de répartition, bon, ils sont en gros 6 sur 10 à intégrer une formation universitaire de type licence. BTS, c'est un peu plus rare, hein, parce qu'en effet, la poursuite d'études longues est possible, mais moins fréquente. Le BUT, c'est vrai que c'est une formation qui est quand même particulièrement prisée des élèves, hein. C'est vrai que là, on est sur un chiffre qui reste très stable. Les classes prépa, c'est très variable selon le lycée. C'est vrai que là, par contre, il y a parfois un phénomène d'autosélection qui peut être un peu dommage et qu'on évoquera tout à l'heure. Et puis enfin, bon, les écoles spécialisées, ça reste là pour le coup très très large. Ça va de la santé en passant par l'architecture, les écoles d'art et autres, hein, et les écoles post-bac en management ou écoles d'ingénieurs. Voilà. Alors, pas d'inquiétude, cette diapo, non pas pour commenter en une seule diapo toutes les formations post-bac, mais juste pour rappeler en effet que le système français présente un intérêt majeur, c'est qu'il y a des passerelles, hein. Ces passerelles, elles existent en effet à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que je peux, par exemple, commencer par des études plutôt courtes du style BUT, un bachelor universitaire de technologie qui se fait dans un IUT, et je peux, par exemple, en fin de deuxième ou de troisième année de BUT, souhaiter rejoindre une école de management, par exemple, hein. C'est tout à fait possible. Du BUT, de même, je peux rapatrier une licence générale en deuxième ou en troisième année, puis un master, hein. Alors, avec la réforme des IUT qui a eu lieu là il y a un petit peu plus d'un an, il y a encore une petite zone d'ombre, mais qui va devoir être éclaircie assez rapidement parce que les jeunes là sont en deuxième année de BUT. C'est est-ce que le passage BUT2 école d'ingénieur en direct va pouvoir toujours être possible comme ça a été le cas jusqu'à maintenant? Parce que là concrètement, la certification intermédiaire du DUT à bac+2 continue à exister. Donc les jeunes qui sont en IUT valident un premier diplôme, un bac+2. Par contre, les écoles d'ingénieurs, la CTI a précisé justement, donc il y a quelques mois, là, il y a à peu près 5-6 mois, qu'elle émettait des doutes sur le fait que justement, ce qui se faisait avant sur 2 ans est plutôt actuellement étalé sur 3 ans. Et donc, de fait, elle estimait que la formation des jeunes au bout de 2 ans serait peut-être un petit peu légère pour continuer à intégrer direct la troisième année de l'école d'ingénieur. Donc là, on attend une confirmation nationale de la CTI afin de vérifier si, en effet, ça sera toujours possible direct en sortie de deuxième année ou pas, ou s'il faudra tout simplement faire 3 ans de BUT, 3 ans d'école d'ingénieur, hein. Donc, a contrario, là, je prenais l'exemple de commencer par du court pour poursuivre des études longues. L'inverse est vrai aussi, hein. Je peux commencer, voyez, une licence générale à l'université et puis en cours de route, me rendre compte que j'ai pas forcément envie d'aller à bac+5 et rejoindre, par exemple, une troisième année de BUT, hein. Et même avec la réforme des IUT, je peux très bien, en fin de première année de licence, tenter de rejoindre une deuxième année de BUT. C'est également quelque chose qui peut être tout à fait possible, hein. Je prends un exemple concret, le jeune qui est en licence LEA, langues étrangères appliquées, qui va rapatrier une troisième année de BUT en commerce international ou en management touristique, par exemple, hein, par exemple. Concernant les autres formations post-bac, je vais y revenir. Peut-être juste, là aussi, une petite remarque. Les jeunes qui intègrent une classe préparatoire aux grandes écoles de lycée, parfois j'entends oui, mais si j'ai pas tel ou tel concours, après j'aurais fait 2 ans pour rien. Pas du tout, hein. Je veux dire, le jeune qui est inscrit dans une classe préparatoire aux grandes écoles de lycée, il est forcément inscrit dans une licence universitaire partenaire. Si bien qu'au bout d'un semestre, d'une année ou de 2 années, à partir du moment où il valide ses crédits, qu'il a la moyenne, hein, bien sûr, il peut réintégrer de droit la licence partenaire, hein, de l'université en question. Donc voilà, la classe prépa, ça peut justement aussi faire partie des choix intéressants, quoi qu'il advienne. Alors, donc on va maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, hein.
En formation courte, si je résume un petit peu la situation, donc on retrouve les BTS ou les BTS agricoles, les BUT. Donc juste après, là, je vais consacrer une diapo pour bien préciser les différences entre BTS et BUT. Nos écoles spécialisées, que je citais déjà tout à l'heure, donc que ce soit des écoles de management pour des bachelors, que ce soit les écoles sociales du style éducateur spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants notamment. Tout ce qui touche au paramédical. Donc, c'est vrai que le paramédical, il y a un certain nombre de formations en France où on n'est plus forcément obligé de passer par la première année santé. Vous voyez, là, je pense par exemple à ergothérapeute, psychomotricien. Il y a encore quelques écoles qui recrutent après une première année santé, mais il y en a une grosse majorité actuellement qui recrutent directement en post-bac sur Parcoursup. École d'art, en effet, que ce soit des écoles d'art publiques ou privées, il peut y avoir en effet des formations à Bac+3. Au niveau des formations universitaires courtes, elles sont malheureusement pas toujours très connues et pourtant elles peuvent être très intéressantes. Là, je pense au DUST, les diplômes d'études universitaires de sciences et techniques. Un jeune qui a un projet précis, ciblé, qui vise une formation courte et professionnalisante, il faut toujours vérifier s'il n'y aurait pas un DUST en France qui lui correspondrait. Je rappelle juste que les DUST, donc, ce sont des formations, donc, comme je le disais, très pointues. Je vous prends peut-être 2-3 exemples pour que ça soit clair. Alors, les DUST les plus connus, ce sont les DUST en sport, parce qu'ils sont assez nombreux, dans tout ce qui touche justement le management du sport ou pour être éducateur sportif. Mais il existe des DUST, vous voyez, il y a un DUST par exemple en carrière juridique sur Valenciennes. On retrouve un DUST accueil d'excellence en tourisme par exemple du côté d'Angers. On va avoir un DUST par exemple très très pointu, guide nature multilingue, justement qui permet d'allier l'intérêt pour l'environnement et les langues. Là aussi, ça sera dans le nord de la France. Et ainsi de suite. Vous voyez, les DUST, en effet, ça peut parfois coller pile au projet d'un jeune. Encore faut-il savoir qu'il existe. En Alsace, en tout cas, on a par exemple 4 DUST dans le domaine du sport. On a un DUST préparateur en pharmacie qui d'ailleurs a ouvert l'an dernier. Et puis on a aussi un DUST médiation citoyenne pour des jeunes qui auraient plus un projet dans le domaine du social ou de l'animation socioculturelle notamment. Ensuite, les DNMAID. DNMAID, formation en 3 ans, c'est un diplôme en fait qui remplace les mises à niveau arts appliqués, les BTS dans le domaine des arts appliqués. Donc, des DNMAID, on en retrouve dans différents justement secteurs donc du design. Ça peut être le design d'espace, le design de mode, le design graphique, bien sûr. Mais on va retrouver aussi parfois des DNMAID, vous voyez, très, très pointus dans le domaine du livre, dans la reliure, par exemple, dans le domaine des instruments de musique aussi, par exemple. Il y a des DNMAID en horlogerie, en bijouterie, qui sont assez rares en France, mais qui peuvent être aussi de très, très bonnes pistes. Et enfin, le DCG, mais que je prendrai le temps d'illustrer après. Alors, ce que je vais juste, en effet, faire, c'est juste vous remontrer un ou 2 sites Internet qui pourraient être utiles pour les élèves qui auraient un intérêt justement pour certaines de ces formations. Alors là, j'attends juste que ma barre se relève là, pour que je puisse en effet cliquer sur les liens. Alors, je ne sais pas si, parce que cette barre sur d'autres logiciels, elle s'enlève, mais là, en effet, ce n'est pas forcément le cas. J'essaie de voir, oui, voilà. Mais alors, pour les autres, c'est dommage, sinon tant pis. Mais bon, ouais, donc, non, je ne peux pas l'enlever. Bon, tant pis, je reviens sur le… C'est quand même dommage, ça, parce que j'aurais bien aimé. Je vais vous les citer à l'oral, si je ne peux pas cliquer dessus. Ouais, parce que c'est le partage d'écran qui m'empêche, en fait, en effet, de cliquer sur les liens qui sont annotés au-dessus. Dommage. Donc, en tout cas, là, je pensais, pour être clair, au site Dimension BTS, justement, qui va permettre de retrouver des présentations courtes et synthétiques de chacun des BTS. Je pensais au site iut.fr, où vous allez retrouver une présentation détaillée de chaque BUT. Et par rapport, justement, aux formations dans le domaine artistique, il y a notamment un site qui s'appelle Design et métiers d'art, justement, où vous retrouvez une présentation, entre autres, des DNMAID dans chacune des spécialités. Et dans le domaine de l'art, il y a aussi un site qui est très bien fait, qui s'appelle Andea, ANDEA, qui présente en effet les formations en école régionale d'art. Et on est également en école nationale d'art, donc qui permet de retrouver justement toutes les formations à Bac+3 et Bac+5 dans ce type d'école, ce qu'on appelle couramment les écoles de beaux-arts, mais qui forment pas seulement des artistes, mais aussi des designers. OK.
Très bien. Et donc, enfin, le DCG, qui est un diplôme de comptabilité et de gestion qu'on va voir là aussi succinctement sur une diapo. Alors, une formation courte, pourquoi parce que généralement, elles sont ciblées, parce que on aura justement pas mal de formations professionnalisantes avec un maximum de TDTP, et puis une formation qui sera généralement plus encadrée que des formations du type licence, par exemple. Alors, pour résumer succinctement les différences et les points communs entre BTS et BUT, donc je rappelle rapidement que le BTS est donc en 2 ans, le BUT en 3 ans depuis la réforme, qu'on est en termes de points communs sur des formations qui peuvent être suivies en alternance, qu'en effet, la formation est donc sélective sur dossier et généralement, très souvent aussi sur entretien. Ce n'est pas systématique, mais c'est quand même assez souvent le cas, hein, justement, donc par le biais de Parcoursup et des entretiens qui ont généralement lieu en avril et parfois début mai. Et donc, une insertion pro qui peut se faire en direct, hein, suite par exemple au BUT ou au BTS, et une poursuite d'études, ça on va le préciser, qui peut être plus ou moins fréquente selon qu'on choisit l'un ou l'autre diplôme. Donc, au niveau, en effet, des différences, un BTS, on est sur une formation au lycée, donc très encadrée, c'est un système comme en terminale. Le BUT, c'est un système universitaire avec des cours magistraux, des TD, des TP. Cours magistraux, on va être généralement sur, en effet, des promos de 50 à 100 étudiants en moyenne. Les TD seront plutôt sur des effectifs de 30 étudiants et les TP sur une douzaine d'étudiants en moyenne. Concrètement, en BTS, on est déjà sur un quota justement de bac pro, c'est un tiers de bac pro en moyenne. On va avoir également donc entre 40 et 60% de bac techno en BTS et entre 10 et 40% de bac généraux. C'est très variable selon les BTS. Vous avez des BTS en fait où en effet on va retrouver des proportions en effet de bacs généraux qui sont assez importantes. Je pense à des BTS où la culture générale, le niveau de langue vont être très présents. BTS commerce international par exemple, BTS tourisme, notamment BTS communication. A contrario, il y a certains BTS par exemple techniques qui sont assez ciblés où en effet la proportion de bacs généraux peut être beaucoup plus faible. Quand on voit sur Parcoursup la proportion de bacs généraux dans certains BTS, il ne faut pas toujours se laisser impressionner. Parfois, si on voit 5% de bacs généraux, ça ne veut pas forcément dire que le lycée en question ne souhaite pas recruter beaucoup de bacs généraux. C'est parfois tout simplement parce qu'il y a eu très peu de bacs généraux qui se sont présentés à la sélection. En tout cas, si on compare avec le BUT, en BUT, des bacs pro, il y en a très très peu, voire même dans certaines sections, pas du tout. Et justement, qui dit BUT dit moitié bac généraux, moitié bac techno. Et là aussi, ce sont des quotas, même si en effet, il y a certains BUT qui n'arrivent pas à recruter 50% de bac techno. Voilà, je pense notamment à des BUT dans le domaine de la chimie, dans tout ce qui touche aux applications de la physique, notamment. Au niveau BTS, qui dit BTS dit formation très spécialisée et pointue, c'est pour ça qu'il y a autant de spécialités, alors que le BUT, en effet, vu qu'il est beaucoup plus large et polyvalent, on est sur une formation justement qui en fait commencera à être spécialisée à partir de la 2e année. C'est à partir de la 2e année qu'on choisit tel ou tel parcours. Alors, tous les IUT ne proposent pas justement tous les parcours proposés au niveau national pour chaque BUT. Généralement, ils en proposent entre 2 et 4 selon les établissements. Et bien sûr, des BUT, on en retrouve aussi bien dans le domaine technique que le domaine tertiaire ou dans le domaine, par exemple, de la chimie ou de la biologie. L'évaluation ne se passe pas de la même manière. Qui dit BTS dit examens terminaux, donc au bout des 2 ans, plus des CCF, des contrôles en cours de formation, ce qui n'est pas du contrôle continu. C'est plutôt 4-5 examens ponctuels pendant les 2 ans. Alors qu'en BUT, on est sur du contrôle continu tout au long du semestre. En termes de poursuite d'études, sachez que à l'échelle du BTS, on est sur 50% de poursuite d'études, mais surtout finalement les jeunes rejoignent notamment la 3e année du BUT. Rejoindre des études longues, c'est possible, mais moins fréquent. Venant de BTS, comme je le disais précédemment, c'est 5 à 8 élèves en moyenne maxi qui vont à terme rapatrier un bac plus 5. Donc, c'est par exemple le jeune qui, de son BTS 2e année, peut rejoindre une licence générale plus fréquemment 2e que 3e année ensuite, et après, il peut poursuivre en master. C'est aussi, par exemple, l'élève qui, suite à son BTS, va rejoindre une prépa, un spécial BTS, la prépa, par exemple, ATS Bio, si le jeune veut devenir vétérinaire,
ou une prépa en effet ATS éco-économie, comme on en a une au lycée René Cassin de Strasbourg, hein, par exemple. Concernant le BUT, la poursuite d'études à Bac+5, là, est clairement beaucoup plus fréquente, hein, ils sont 50% allés au Bac+5. Et c'est vrai que, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est notamment en empruntant la passerelle du BUT 2 ou 3 de rejoindre la licence, puis le master. Avec la réforme, il était prévu que les BUT 3e année puissent assez facilement rejoindre directement les masters universitaires. Cette passerelle, pour l'instant, on reste très prudent sur le sujet. Déjà parce qu'on n'a pas de recul, vu que la troisième année du BUT va être entamée l'an prochain. Hein, déjà, première remarque. Et la deuxième remarque, c'est que quand on parle aux professeurs d'IUT et de faculté, les profs d'IUT ont quand même un sérieux doute sur le fait que une partie conséquente de leurs étudiants de troisième année de BUT puissent réussir facilement en master. Et quant aux professeurs de master donc à l'université, eux, ils ont surtout des gros doutes sur le fait qu'ils arrivent à digérer les candidatures BUT 3 alors qu'ils arrivent déjà, qu'ils ont déjà du mal à gérer toutes les candidatures de licence générale, hein, notamment dans certaines sections comme en droit, par exemple, hein, comme en droit. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, pour retrouver l'ensemble des BUT possibles, comme je le citais précédemment, hein, iut.fr pour les BUT et pour les BTS, le site de référence, c'est donc le site Dimension BTS. Voilà. Alors, le diplôme de comptabilité et de gestion, là, je vais être un peu plus rapide parce qu'il est par définition quand même assez pointu, ce diplôme-là, mais c'est vrai qu'il mérite quand même d'être connu. Voilà, si un élève a un intérêt spécifique pour la comptabilité, qu'il envisage plutôt d'être dans une formation au lycée, mais qu'il ne souhaite pas passer par un BTS, qu'il veut une formation qui est peut-être un peu plus orientée sur la poursuite d'études longues, c'est vrai que le DCG peut constituer un bon compromis, étant donné qu'on est sur une formation justement de lycée très encadrée, où on va retrouver bien sûr pas mal de matières juridiques par définition, de fiscalité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser parfois à tort, le niveau de maths attendu n'est pas si élevé que ça. Hein. Je veux dire, en tout cas, voilà, un jeune, même si par exemple il n'a fait que maths complémentaires en terminale, bon là, c'est vrai qu'au niveau du lycée franco-allemand, vous n'êtes pas sur le système du nouveau bac. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on a eu un volume horaire assez faible en maths que de 3 heures en terminale que ça empêcherait forcément de faire de la comptabilité derrière. Hein. Il faut en avoir fait un minimum, certes, mais voilà. Je veux dire, c'est pas insurmontable. Hein. La preuve, c'est, vous voyez, moi, quand j'ai travaillé là, à peu près 11 ans au lycée Camissé à Colmar, où il y avait ce DCG, quand je leur présentais les poursuites d'études, les jeunes qui voulaient faire de la finance, ils ne pouvaient pas intégrer directement master en finance. Ils n'avaient pas un niveau suffisant pour le faire. Il fallait absolument qu'ils repassent par une troisième année de licence éco-gestion, par exemple, pour remonter leur niveau de mathématiques. En tout cas, pour résumer, une formation ciblée où il y a malgré tout des stages qui sont présents et où on peut justement après, assez naturellement, hein, si je puis dire, rejoindre un diplôme supérieur de comptabilité et de gestion au Bac+5 hein, pour être chef comptable et pourquoi pas aller jusqu'au Bac+8 pour être expert comptable et même après, à terme, devenir commissaire aux comptes, hein, si on le souhaite. Donc, en tout cas, une formation justement qui peut aussi permettre de rapatrier des masters du style comptabilité, contrôle et audit, notamment, ou même des contrôles, des masters en contrôle de gestion et audit organisationnel. Hein. Voilà pour cette filière-là. Donc là, c'est vrai qu'on a cité un petit peu les principales formations courtes. Maintenant, si on aborde un petit peu les différentes formations justement plus orientées sur Bac+5 à Bac+8, donc là, on va retrouver bien sûr nos formations universitaires, hein, notamment les formations de type licence. On va évoquer justement succinctement les écoles d'ingénieurs post-bac. Hein, on verra notamment qu'il y a deux types d'écoles d'ingénieurs post-bac. Les écoles avec prépa intégrée, où je fais en effet… donc 5 ans dans la même école, et les écoles avec cycle préparatoire commun, où je commencerai par 2 ans dans une école d'ingénieur pour après pouvoir accéder potentiellement à un réseau d'écoles. On va aborder aussi les écoles de management post-bac. Alors, c'est vrai que souvent, je préfère dire école de management que école de commerce parce que parfois, les élèves s'imaginent que école de commerce, ça signifie qu'en termes de débouchés professionnels, on se limite au marketing, à la vente et à la com. Alors que voilà, le management, c'est une fonction transversale qu'on peut exercer dans tous les services tertiaires d'une entreprise. Hein, et bien sûr, une école de commerce, si on souhaite faire de la finance ou de la logistique derrière, ça sera tout à fait possible. Hein.
Au-delà de ça, on va évoquer aussi les classes préparatoires aux grandes écoles, qui permettent ensuite d'intégrer aussi bien une école normale supérieure, si je vise la recherche ou l'enseignement, comme ça peut être une école de commerce, une école d'ingénieur ou des écoles de com, notamment, telles que le CELSA. On va aussi évoquer un petit peu les écoles spécialisées, que ce soit des écoles de communication du style, par exemple, justement EFAP ou ISCOM notamment, qui sont des écoles possibles, ou même ScienceCom, qui dépend de Audencia Nantes. Des écoles d'audiovisuel, si je prends quelques exemples, ça peut être des écoles comme ECAR ou ESRA. ESRA, par exemple, fait partie des écoles privées, des rares écoles privées où le diplôme est visé par l'éducation nationale. En privé, c'est quand même assez rare. Donc là, par exemple, en audiovisuel, voilà, ça peut être aussi une piste intéressante. De même, en effet, pour les écoles d'art, il y a quelques écoles d'art qui ont un diplôme visé en école privée. Là, je pense plus particulièrement à l'école de design Nantes Atlantique, par exemple, qui est d'ailleurs généralement très bien classée dans les classements de l'étudiant, aussi bien en design d'espace, en design visuel, entre autres. Les écoles d'architecture, peut-être juste aussi rappeler qu'elles sont justement assez sélectives en France. Pour vous donner un ordre d'idée, les chiffres 2021, on est sur des taux d'accès qui sont entre 6 et 18, enfin même entre 5 et 18% de taux d'accès. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, ça peut être un bon calcul de aussi candidater sur des écoles d'architecture en Allemagne, ou même, pourquoi pas, des écoles justement en Belgique. Je rappelle qu'en Belgique, il y a 4 à 5 universités qui proposent des bachelors et des masters ensuite en architecture, et où il n'y a pas de sélection à l'entrée. Ce sont des formations universitaires. Et ça peut être de bonnes solutions alternatives au cas où on ne soit pas admis en France. Il ne s'agit pas de partir perdant, mais il s'agit quand même de prévoir des solutions alternatives. Si c'est un projet auquel on tient beaucoup, sincèrement, c'est vrai que je pense que c'est bien d'élargir au cas où à d'autres pays, ou alors de prévoir des formations plus courtes dans un premier temps, du style BUT Génie Civil, ou le BTS qui s'appelle ERA, Études et réalisations d'agencement, pour après rejoindre l'école d'architecture en admission parallèle. Par exemple, à Strasbourg, l'école d'architecture de Strasbourg accepte aussi en admission parallèle des DN-Made design d'espace. Bon, après, on retrouve nos écoles spécialisées en tourisme. Alors, des écoles de traduction, peut-être donner quelques petits exemples d'écoles post-bac. L'ISIT, justement, là, sur Paris, qui propose des formations en traduction, en interprétariat, mais aussi en management interculturel. C'est aussi l'une des rares formations privées qui propose justement une formation en traduction juridique, par exemple. En école post-bac, vous aurez aussi, par exemple, l'ESTRI de Lyon ou l'IPLV d'Angers. Ça, ce sont plutôt des écoles post-bac. Après, il y a une école, mais très spécialisée sur les langues rares, c'est l'INALCO à Paris. Et puis après, par exemple, l'ITRI de Strasbourg, là, c'est une école qui recrute, par contre, cette fois-ci, après le Bac+3 exclusivement. Voilà. Et puis enfin, les IEP qu'on détaillera justement un petit peu plus là sur une diapo suivante. Alors, concernant les licences, déjà peut-être un petit rappel succinct. Une licence, on est sur à peu près une vingtaine d'heures justement de cours, et pour ces 20 heures de cours, on aura justement 20-25 heures de travail personnel. Bien sûr, ce travail personnel, personne ne va obliger l'étudiant à le faire. C'est vraiment à l'étudiant d'avoir un automatisme de le fournir assez régulièrement, ce travail personnel. Donc concrètement, cette licence vise en priorité la poursuite en master, mais je rappelle qu'en effet, d'une licence, par exemple, dans le domaine tertiaire, on peut tout à fait rejoindre une école de management, notamment. Et je rappelle aussi qu'on peut aussi, d'une licence de sciences, rapatrier des écoles d'ingénieurs. Alors parfois, on me dit, oui, mais regardez les places réservées aux prépas et les places réservées aux licences, il y a quand même nettement moins de chances quand on vient de licence. Attention, pas toujours, parce que pensez à bien regarder en fait le ratio nombre de places, nombre de candidats. Je prends un exemple concret, les écoles centrales. Les écoles centrales donc recrutent au niveau Bac+3 par le biais du concours casting. C'est vrai que quand on regarde les places à Centrale Marseille ou à Centrale Lyon, c'est souvent du 15-20 places maximum. Ils ne sont pas forcément très nombreux à se présenter, vous voyez, à ce type de concours. Et parfois aussi, j'entends, mais avec une licence, bon, on ne va pas forcément pouvoir viser les plus grandes écoles de France. Je viens de citer le concours casting. Il y a un deuxième concours possible, c'est le concours GEI Univ, qui permet en fait d'intégrer potentiellement les 15 premières écoles d'ingénieurs de France, si je fais un résumé rapide là. Donc c'est vrai que ça, c'est deux exemples en fait
de concours post-Bac+3 ou post-Bac+4 qui recrutent des profils universitaires et où, certes, il n'y a pas un nombre de places toujours énorme, mais où, comme je l'ai dit, le nombre de candidats n'est pas toujours non plus monstrueux. J'en profite aussi, vu qu'on parle des formations universitaires, pour peut-être parler de formations universitaires qui sont un petit peu particulières, qui sortent du lot et auxquelles on ne pense pas systématiquement. Alors là, je pense à quoi? Je pense par exemple à un cursus qui s'appelle le CMI, le cursus Master en ingénierie. Les CMI ne sont pas toujours très connus, donc ce sont des formations tournées en grande partie vers le domaine des sciences et techniques. Il y a aussi quelques formations dans le domaine des sciences humaines, de la communication, en géographie. Alors, un CMI, c'est quoi en fait? C'est une formation universitaire qui s'appuie sur une licence et un master, mais en fait, c'est une formation où vous aurez justement, dès la première année, des stages de motivation, donc orientés sur un sujet très pointu. Il y aura des labos de recherche qui, là aussi, seront très, très précis et très ouverts sur l'international. Et puis, justement, il y aura des cours très ciblés sur un domaine justement très, très précis dès le début de la formation. Donc, si je prends un ou deux exemples, vous avez par exemple un CMI à Strasbourg en informatique là, qui s'appelle Images, Interaction, réalité virtuelle et jeux. C'est le seul de France. Vous avez un CMI en océanographie à La Rochelle. Donc, en fait, c'est un petit peu l'université qui fonctionne comme une école d'ingénieurs, avec une approche assez professionnalisante et une ouverture internationale assez marquée. Donc, ces CMI, si vous souhaitez avoir des informations plus précises sur le sujet, pensez à aller sur le site du réseau Figure, tout simplement. Vous mettez ça dans Google. Alors, une remarque, oui, quand vous cherchez des informations sur l'orientation en termes de moteur de recherche, là, il n'y a pas photo, c'est vraiment par Google qu'il faut passer. Je veux dire, les autres, une fois sur deux, je ne trouve pas ce que je recherche. Donc, formation universitaire, pourquoi? Bon, là, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, l'enseignement théorique, la spécialisation progressive. Vous voyez, c'est souvent à partir de la deuxième et de la troisième année que je vais pouvoir commencer à insister sur certaines matières un petit peu plus particulières. C'est vrai qu'il y a certains jeunes qui recherchent vraiment de l'autonomie et qui peuvent se sentir à l'aise sur des formations universitaires, même des licences qu'on va qualifier de classiques. Parfois, c'est vrai que pour certains jeunes qui ont 16, 17, 18 de moyenne, parfois certains professeurs trouvent un peu dommage, en effet, que ces jeunes-là ne rejoignent pas des classes prépa ou des doubles licences, par exemple. C'est vrai que parfois, c'est de l'autosélection qui est un peu dommageable, mais parfois, c'est vraiment parce que le jeune, il a besoin de cette autonomie, il va exceller parce que la pression, il va se la mettre lui-même. Et pour certains étudiants, il s'avère que ça peut être un très bon choix, malgré tout. J'entends aussi parfois, oui, telle licence, elle ne mène pas à grand-chose. Par exemple, je prends des exemples exprès là pour peut-être aussi combattre certaines idées reçues. La licence LEA, langues étrangères appliquées, ou la licence AES, administration économique et sociale. Attention, je veux dire, une licence, tout dépend ce qu'on en fait. Je veux dire, si on fait des stages chaque année, si les résultats universitaires tiennent vraiment la route, je veux dire, une licence AES peut permettre de rejoindre un IEP ou même la plus grande école de management de France. Je veux dire, on n'est pas forcément bloqué à ce niveau-là. AES, par exemple, pourquoi cette licence a une image qui n'est pas toujours positive aux yeux des étudiants et même parfois aux yeux de certains profs d'université qui tiennent des discours un peu à tort, un peu négatifs sur la filière, notamment parce que c'est une licence qui est entre deux licences assez prestigieuses, la licence éco-gestion et la licence de droit. Et puis, il y a moins d'autosélection des bacs pro en première année, mais les jeunes issus de bac pro, souvent, voilà, ils arrêtent en cours de premier semestre parce qu'ils se rendent compte qu'en effet, finalement, ce n'était pas le choix de la facilité. Et puis, c'est une licence où on fait des matières assez différentes. Et c'est vrai que parfois, du coup, on a tendance à dire, vu qu'on fait un peu de tout, on fait un peu de rien du tout. Ce qui là aussi est faux. Voilà. Donc, en tout cas, autre information importante, quand je m'engage sur une licence, ça ne veut pas dire que le projet professionnel, il faudra que j'y réfléchisse en troisième année. Non, là, c'est vraiment important dès la première année, non pas d'avoir une idée précise de métier forcément, mais de travailler ce projet petit à petit, de faire des stages pour construire ce projet au fur et à mesure. Ça jouera aussi sur la motivation et puis surtout, ça permettra dans le cadre des candidatures master de pouvoir vraiment présenter un dossier cohérent et motivé, parce que je rappelle quand même qu'en France, là, depuis que la sélection se fait à l'entrée en première année de master, il y a certaines disciplines où la sélection peut être assez rude et où vous voyez, moi, donc à mon mi-temps à l'université de Mulhouse, je rencontre parfois des étudiants en droit où on n'hésite pas à évoquer des candidatures sur 50, 60, 70 masters pour vraiment, parce qu'ils tiennent absolument à faire du droit pénal et sciences criminelles.
et que y a pas photo, hein, c'est des masters qui attirent et que du coup il faut ratisser le plus large possible. Après, là, l'exemple que je suis en train de prendre, enfin malheureusement, je ne sais pas, mais va être moins vrai à partir de 2023, vu que maintenant pour les candidatures post-licence, ça va être le même système que pour Parcoursup, ça s'appellera autrement, hein. Bon, actuellement, il y a une plateforme qui n'est pas une plateforme de candidature, qui est une plateforme d'information sur tous les masters de France, hein. C'est la plateforme s'appelle Trouver mon master, et donc là, il y a une plateforme de candidature pour les masters qui va ouvrir justement en février-mars, là, 2023, hein. Bon, pour les lycéens, vous n'êtes pas encore concernés, mais c'est toujours bien d'avoir déjà quelques petites infos sur le post-bac, hein. Voilà. Et donc, a priori, cette fois-ci, il y aura une limite en termes de nombre de candidatures. C'est ce que je trouve un peu dommageable sur ce nouveau système. Ce qui est prévu, parce que ce n'est pas encore officiel, mais pour l'instant, ça serait a priori une quinzaine de candidatures possibles. Bon, à voir. En tout cas, peut-être aussi rappeler que qui dit formation universitaire ne veut pas forcément dire qu'on est complètement livré à soi-même, hein. Le tutorat est présent pour les étudiants qui le souhaitent. Il y a forcément une matière, donc une unité d'enseignement consacrée à la méthodologie du travail universitaire. Il y a un système de profs référents. Alors, c'est vrai que dans des grosses facs, ça va surtout être des permanences administratives, hein, de la part du prof référent, mais dans des petites universités, là, ça peut être vraiment justement des permanences plus pédagogiques, hein. Et puis, notamment dans des licences de sciences, c'est vrai qu'on va retrouver pas mal de TD et aussi de TP, hein. Et du coup, on est en effet sur des formations. Moi, je le vois à l'Université de Mulhouse en licence de sciences, ils ne sont dans certaines sections que quelques dizaines. Après, en effet, dans des villes étudiantes de taille un peu plus consistante comme à Strasbourg, là, oui, en effet, il peut y avoir des promos parfois dans certaines filières de 400-500 étudiants, voire même, je ne sais pas, en droit, ils sont en moyenne 1200, hein, donc ils sont généralement répartis sur 3 amphis. Donc, au niveau des volumes horaires, on est sur en effet du 20 à 30 heures de cours par semaine, donc 20 heures pour des licences classiques, une trentaine d'heures pour des doubles licences, hein. Donc des doubles licences, hein, les élèves là, qui sont intéressés par des doubles licences, je vous rappelle que pour les retrouver, le seul moyen vraiment fiable actuellement, c'est de passer par Parcoursup, de sélectionner l'onglet licence sélective et de mettre les 2 matières qui vous intéressent particulièrement. Alors, des doubles licences, hein, vous pourrez constater qu'il y en a dans toutes les disciplines. Donc, dans le domaine des sciences, par exemple, on va avoir des doubles licences qui sont des équivalents de prépa scientifique. Là, je pense par exemple à des licences comme maths physique approfondie, qu'on retrouve dans plusieurs facs en France, notamment à Strasbourg, mais pas que. Donc là, c'est un équivalent d'une classe prépa MPSI, maths physique sciences de l'ingénieur, par exemple. Vous allez avoir de même des classes prépa PCSI, enfin pas PCSI, pardon, mais par exemple des doubles licences physique chimie renforcée. On en a une à Mulhouse, il y en a une à Nancy, hein, si je prends des exemples à l'échelon du Grand Est. Il y aura aussi des doubles licences dans le domaine des sciences humaines, hein. Je pense à des doubles licences telles que histoire, sciences politiques, hein, notamment, hein, qui peuvent aussi être des pistes intéressantes. Au niveau du domaine littéraire aussi, là c'est vrai que, alors c'est pas systématiquement des doubles licences, mais ce sont des licences renforcées. Là je peux prendre 2 exemples. Il y a par exemple une licence qui s'appelle Humanité à Strasbourg, qui est un équivalent d'une prépa littéraire et qui peut permettre tout autant d'envisager ensuite une école de management, une école de justement par exemple de communication, une école de journalisme notamment, hein. Donc, c'est vrai que cette licence humanité, vous voyez, on retrouve un équilibre. Il y a 6 crédits sur 30 chaque semestre consacrés à la philo, 6 crédits en histoire, géographie. Il y aura 6 crédits tournés vers les lettres, hein, notamment, et justement 6 crédits sur les langues. À contrario, si je prends l'exemple du cycle prépa littéraire de Mulhouse, là, on est sur, en effet, un équivalent d'une double licence lettres anglais ou lettres allemand, hein. Donc, ça aussi, c'est vrai que ça peut être des formations intéressantes, hein, auxquelles les jeunes ne pensent pas toujours. Et en plus, moi, je le vois là aussi bien à Strasbourg qu'à Mulhouse, on est sur des promos qui sont entre 15 et une cinquantaine d'étudiants quand même, hein. Donc, c'est vrai que toute la partie TD est passée justement généralement à 30-35 étudiants. Et même, par exemple, là, je parlais de la double licence lettres anglais, lettres allemandes de Mulhouse. Selon les années, ils sont entre 17 et 23. Hein, donc, ce sont des petits effectifs. Hein, et c'est vrai que ça peut présenter aussi un intérêt, ces formations universitaires, hein, auxquelles on ne pense pas systématiquement. Donc, il existe aussi parfois
des licences qui présentent un intérêt particulier, hein. Je vous donne un exemple là, auquel ça me fait penser. Là, je pense concrètement à la licence Sciences et Humanités, hein, justement de Aix-Marseille. Formation, vous voyez, qui permet d'allier le côté sciences exactes et sciences humaines, hein. Ça peut aussi être des pistes intéressantes, hein, justement. Je rappelle qu'actuellement en France, les formations universitaires, on est sur une évaluation avant tout en termes de contrôle continu, hein, et que la partie examens terminaux, elle est, on va pas dire réduite à peau de chagrin, mais elle est de moins en moins importante, hein, actuellement. Ça dépend des universités, hein, mais c'est vrai qu'il y a certaines licences là dans le Grand Est où c'est exclusivement du contrôle continu. Et je rappelle en effet qu'en licence comme en BUT d'ailleurs, il y a un système de crédit ECTS. Donc les jeunes doivent valider 30 crédits chaque semestre. Donc, si je prends un exemple concret, si je suis en licence de droit, par exemple, en premier semestre, j'aurai 9 crédits en droit privé et 9 en droit public. Et si je veux valider, par exemple, mes 9 crédits en droit public, il faut que j'ai au moins la moyenne, sachant qu'il y a un système de compensation. Si j'ai, par exemple, 8 en droit privé et 13 en droit public, les matières peuvent se compenser et me permettre, malgré tout, de valider mon semestre, hein. Ce système de compensation, il existe aussi entre les semestres au sein d'une même année. Si j'ai 8 à mon premier semestre et 14 au second, ça peut se compenser. Il y a quand même une limite au système, hein, c'est les notes planchées. Dans certaines matières, je n'ai pas le droit d'avoir en dessous, par exemple, de 5 ou de 6 dans les matières fondamentales. Au niveau des licences universitaires, je rappelle aussi, tout à l'heure, j'ai parlé du réseau IAE. Le réseau IAE, ce sont des masters, mais c'est aussi des licences. Et il y a des licences post-bac du réseau IAE qui peuvent présenter un véritable intérêt, hein, pour les jeunes. Donc là, je pense notamment à des licences en management international avec enseignement anglophone, où dès la première année de licence, on aura des stages, là aussi, et une formation quand même assez tournée vers les savoir-être, avec des mises en situation professionnelles, et où il y aura généralement dès la première année, hein, dans ces formations tertiaires, des cours tournés vers le marketing, les ressources humaines, donc des cours un petit peu plus pointus déjà, hein. Donc ces licences, vous les retrouvez sur le site du réseau IAE, hein, Institut d'administration des entreprises, et vous sélectionnez les premières années de licence, par exemple dans le domaine international, et vous allez retrouver certaines de ces licences, notamment à l'IAE Gustave Eiffel, qui est quand même là sur Paris le plus connu de France. Vous allez retrouver aussi le même type justement de licence sur Tours, sur Lille, hein, notamment, ou sur Toulouse, par exemple, hein. Donc voilà, pour les jeunes qui s'intéressent au domaine tertiaire, qui souhaitent éviter éventuellement des formations payantes sur les premières années ou même sur l'intégralité du cursus, ça peut être, hein, des solutions alternatives intéressantes. Donc là, on retrouve un petit peu toutes les licences. Alors là aussi, rassurez-vous, je ne vais certainement pas toutes les citer, ça n'aurait pas un intérêt majeur. Peut-être juste donner 2-3 détails, hein. Insister aussi, je parlais tout à l'heure des doubles licences. Par exemple, des doubles licences en droit, il y en a beaucoup en France. Droit LEA, par exemple, hein, on va retrouver des formations de ce style-là, notamment sur Grenoble, pas que, hein, mais notamment. On va retrouver aussi des doubles licences droit anglais, ça on l'a entre autres, hein, sur Nancy. Des doubles licences droit français, droit allemand, on va en avoir sur Nanterre, par exemple, hein. Donc ça, c'est vrai que ça peut aussi être des possibilités intéressantes. Concernant les licences de sciences politiques, je rappelle qu'il faut bien faire le distinguo avec les instituts d'études politiques. Alors, c'est des formations qui sont parfois un petit peu moins prestigieuses, mais il ne faut pas se méprendre, hein. Ça reste des formations de qualité. Enfin, moi, je le vois là, à Mulhouse, on a une licence de sciences politiques qui existe maintenant depuis 5-6 ans, et qui, en effet, est la seule du Grand Est. Et quand je vois le devenir des étudiants, il y en a certains qui arrivent, en effet, à être admis dans les IEP, notamment, hein, et aussi qui peuvent rapatrier des masters en relations internationales dans des facs parfois très sélectives, hein. Donc, je rappelle juste, hein, qu'une licence de sciences politiques, c'est un tiers de droit constitutionnel, un tiers d'histoire moderne et contemporaine et un tiers de sociologie appliquée au monde politique. Les jeunes qui choisissent ce type de licence, j'insiste juste sur le fait que ça peut être vraiment bienvenu, justement, de garder les 2 langues et d'avoir un maximum de certifications en langue si après je vise un master en relations internationales. Ça, c'est la différence avec un IEP, un institut d'études politiques, forcément, hein, automatiquement, les langues, on insistera naturellement dessus, hein. Dans les licences de sciences politiques, ce n'est pas systématiquement le cas, même si vous avez des licences de sciences politiques tournées vers l'international. Là, je pense particulièrement à la licence de l'UPEC de Paris-Est-Créteil, hein, en sciences politiques internationales, qui proposait d'ailleurs, il y a encore pas si longtemps que ça, un double diplôme franco-allemand. Ce n'est plus le cas, hein, mais en tout cas, par contre, ça reste une licence très tournée sur l'international.
Concernant les licences éco-gestion, juste rappeler la différence entre AES et éco-gestion. Donc, administration économique et sociale, c'est un tiers de droit, un tiers d'histoire et de sociologie justement mélangés, et un tiers de gestion comptable. Alors que éco-gestion, ça sera un tiers de maths, un tiers d'économie, micro et macroéconomie, un tiers de gestion comptable et financière. Donc, en clair, il y a plus de maths en éco-gestion et plus de droit en AES. Si bien qu'il y a une conséquence en termes de débouchés. AES permet plus difficilement d'envisager des masters en finance et éco-gestion permet d'envisager tous les services tertiaires d'une entreprise, mais vu qu'on fait un petit peu moins de droit, c'est légèrement moins adapté pour des concours de la fonction publique, notamment. Concernant les licences dans le domaine littéraire, peut-être juste rappeler que ce n'est pas parce qu'on fait une licence de lettres ou une licence LLCER, anglais, allemand ou autre, que ça ferme automatiquement les portes de master tournés vers le monde de l'entreprise, notamment en ressources humaines, en communication et en marketing. Le réseau IAE a cette ouverture en termes de recrutement et les grandes écoles de management aussi. Donc, voilà, ça reste possible. Je ne dis pas que c'est le plus logique, mais en tout cas en France, il y a cette ouverture pour les profils littéraires parce qu'on se rend bien compte que, par exemple, en communication, ça peut être, justement, ils ont une vraie carte à jouer et ils peuvent présenter un certain nombre d'atouts pour exercer dans ces métiers dans de très, très bonnes conditions. LEA, peut-être juste quand même rappeler que LEA, on est donc sur le même volume horaire pour la LVA et la LVB, c'est 3/5 du temps, et que le 2/5 du temps restant, on va retrouver de l'éco, du droit de la gestion, en rappelant peut-être qu'il y a certaines licences en France où l'approche est un petit peu plus culturelle, c'est le cas de Strasbourg, et d'autres licences, LEA, où l'approche est un petit peu plus économique et juridique. Cette fois-ci, je pense à Mulhouse. Et je rappelle quand même pour information que la licence LEA de Mulhouse est la seule licence de France proposant un deuxième parcours, en plus du parcours économie et interculturalité, c'est le parcours traduction scientifique technique qui permet en effet d'être traducteur ou interprète, par exemple, de documentation technique ou pour accompagner des ingénieurs à l'étranger pour les aider justement à communiquer avec leurs collègues, leurs partenaires justement d'entreprises étrangères. Donc ça, c'est vrai qu'il y a de réels débouchés dans ce domaine, vu qu'on est sur une formation quasiment unique en France, en tout cas en formation publique, elle est unique, celle-ci. Au-delà de ça, alors là, c'est vrai que, comme je le disais précédemment, je ne vais pas commenter toutes les licences, mais là aussi, peut-être juste combattre certains stéréotypes. Par exemple, une licence d'histoire, oui, ça permet d'envisager de l'enseignement, de la recherche, mais ça peut permettre aussi d'envisager de la documentation, des concours de la fonction publique. Ça peut permettre, bien sûr, de rejoindre une école de journalisme, de faire des candidatures sur des masters en tourisme, en muséologie. Donc, il ne faut pas hésiter, les élèves, quand vous vous intéressez à une licence, à bien prendre le temps de voir l'ensemble des débouchés possibles. Voilà, c'est plus large que ce qu'on peut envisager de prime abord. Une licence de géographie, ça peut permettre aussi bien de faire d'aménagement du territoire, comme ça peut permettre en effet de se diriger vers de l'urbanisme. Ça peut permettre aussi de travailler dans le domaine de la géomatique, pour travailler sur les images satellitaires, entre autres. Et de même, d'ailleurs, pour les licences de sciences, je rappelle qu'avec une licence de sciences et un master, on peut envisager tout aussi facilement des débouchés dans l'ingénierie qu'en passant par une école d'ingénieur. Après, si on fait la moyenne, tout master confondu et toutes écoles d'ingénieurs confondues, oui, il y a une différence au bénéfice des écoles d'ingénieurs en termes d'insertion pro et de salaire. Il ne faut pas forcément s'imaginer que cette différence, elle va du simple au double. Et si on prend les formations de façon individuelle, il y a certains masters universitaires qui n'ont rien à envier à certaines écoles d'ingénieurs. Et puis, enfin, STAPS, juste peut-être rappeler que cette licence de STAPS, elle ne vise pas uniquement le professorat, elle vise aussi le management du sport, le wellness management. Elle peut permettre, bien sûr, de se diriger vers des métiers tournés vers la préparation physique et mentale ou l'entraînement. Et même, par exemple, là, je pense à la licence de Mulhouse, mais qui existe dans une grosse partie des facs de France, qui a une orientation sur tout ce qu'on appelle les activités physiques adaptées auprès de personnes âgées, de personnes handicapées notamment, ou toutes les personnes aussi qui présentent un handicap social, par exemple. Là aussi, concernant les doubles diplômes, donc tout ce qui touche à l'international, peut-être juste vous citer 2-3 sites internet qui pourraient être intéressants si vous cherchez des doubles diplômes anglophones ou même tout ce qui touche au cursus intégré, mais pour les différents pays européens. Donc là, vous pouvez mettre dans Google cursus intégré Euroguidance. Ça vous permet de retrouver en fait un document où par pays, on retrouve l'ensemble des doubles diplômes à l'échelon européen. Alors, il y a juste
le Royaume-Uni qui est un petit peu mal fait parce qu'en fait, c'est pas par domaine, c'est par école. Donc, il faut aller sur le site, enfin sur les dossiers de chaque école pour vérifier quelle est la formation, si elle est tournée vers les sciences exactes, les sciences humaines ou autres. Donc, ça, c'est déjà un premier site qui peut être utile. Deuxième site qui pourrait aussi être intéressant, c'est en effet le site de Campus France Taught in English qui vous permet de retrouver toutes les formations enseignées en anglais en France, hein, publiques ou privées. Donc, c'est vrai que là aussi, il peut y avoir quelques oublis, mais c'est quand même un site que j'utilise assez fréquemment, qui a son intérêt malgré tout, hein. Bon, les doubles licences, là, je les ai citées tout à l'heure. Alors, l'université franco-allemande, peut-être juste rappeler en effet que les doubles diplômes franco-allemands, on peut considérer quand même clairement que c'est les doubles diplômes les plus nombreux en France, hein, ça, il y a pas photo. Et non seulement la scolarité est gratuite, mais en plus, il y a des aides, hein. Il y a la bourse de l'UFA, l'université franco-allemande, hein. Donc là, en effet, sur le site UFA DFH, c'est vrai que le moteur de recherche est assez bien fait. On retrouve l'ensemble des formations bi- et trinationales possibles. Il y a des formations trinationales en France qui sortent du lot, qui sont intéressantes, hein. Je pense par exemple à une licence trinationale LEA à Aix-Marseille, là, où vous avez justement la possibilité sur les 3 années de faire une année par exemple en Allemagne et une année dans un pays hispanophone ou germanophone. Alors, ce n'est pas n'importe quelle université partenaire, hein, vu que ce sont des doubles diplômes, là c'est codifié d'office, mais ce sont des formations qui peuvent présenter un véritable intérêt. Là, je pense aussi à des formations alsaciennes. Alors là, moi, je ne suis pas chauvin, je ne suis pas alsacien au départ, mais des formations bi- et trinationales en France, il n'y en a pas qu'en Alsace, hein. Par contre, ce qui est unique en Alsace, c'est qu'on a des formations bi- et trinationales qui sont professionnalisantes, où il y a des stages chaque année. Donc là, si je prends des exemples concrets, je pense par exemple à Colmar, à IBM, International Business Management. Ça, c'est donc une formation où les jeunes vont passer les 6 premiers mois à Colmar, et ils vont être mixés avec leurs camarades suisses et allemands. Ensuite, voilà, deuxième semestre, l'ORAR. Et déjà, voilà, fin de première année, 3 mois de stage. Et ainsi de suite. Vous voyez, chaque année, il y aura comme ça, en effet, plusieurs mois de stage proposés, si bien qu'au bout de 3 ans, voilà, le jeune a un diplôme trinational et a derrière lui quasiment un an de stage, hein, justement. Et ça peut être un véritable atout. Et justement, ces étudiants-là, moi j'en rencontre un certain nombre d'entretiens sur les poursuites d'études, hein. Certains rejoignent des masters universitaires, notamment les masters du réseau IAE. D'autres, on va les retrouver en effet en école de management. D'autres souhaitent aussi arrêter leurs études, hein, ça reste possible également. Donc, je citais IBM, il y a des formations, par exemple, sur Colmar, il y en a une qui s'appelle Tech de Tours, hein, qui est binationale franco-allemande en tourisme. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le domaine scientifique technique n'est pas en reste, hein. On retrouve des formations comme par exemple une formation en mécatronique à Mulhouse, hein, en robotique, avec un cœur de formation tourné vers la mécanique. On retrouve des formations en électronique là, sur Mulhouse, en trinational, hein. Ce sont des formations sur 3 ans et demi. Et par exemple, en réseau et télécommunications, à Colmar, on a une formation là sur 3 ans et demi également. Et par exemple, dans le Bas-Rhin, à l'IUT d'Illkirch, on a une formation en génie civil en version trinationale, hein. Voilà, à chaque fois avec, comme je le disais, des stages présents chaque année, hein. Donc ça peut être aussi voilà, de vrais atouts. Je suis juste en train de réfléchir là au niveau des licences. Il y a des licences qui peuvent préparer au concours des instituts d'études politiques. Alors, il y a des licences où en effet, c'est pas forcément indiqué sur Parcoursup parce que c'est lors de l'inscription pédagogique en premier semestre de première année qu'on va choisir le module prépa IEP. C'est par exemple la licence d'histoire de Nancy, ça. Et puis, vous avez des licences qui sont clairement identifiées dès le début sur Parcoursup, hein. Là, je pense par exemple à une licence à Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen, hein, où là, c'est un contenu qui est très, très proche, hein, d'un institut d'études politiques. Et en plus, c'est une formation, on appelle ça une CUPGE, une classe universitaire préparatoire aux grandes écoles. Donc, il y a un partenariat entre un lycée et une université pour préparer au concours des IEP. Et c'est vrai que j'ai eu une élève du lycée Camissé là, qui a fait cette formation l'an dernier, alors qui n'a pas été prise dans les IEP, mais qui m'indiquait qu'il y avait une partie non négligeable de sa promo qui avait réussi les concours, et puis que par exemple cette jeune allait rejoindre une deuxième année de licence de sociologie sur Rennes, par exemple. Donc souvent ces licences, ce sont des licences d'histoire, des licences de sociologie, et parfois, mais plus rarement, des licences de lettres, notamment, hein, où il y a des prépa IEP intégrés à l'intérieur. Alors, les élèves, si vous avez du mal à les repérer, ces formations-là, je rappelle que sur le document de l'ONICEP qui est au CDI, sur les instituts d'études politiques,
on retrouve à la fin un carnet d'adresses avec les différentes licences en question. Alors, le document, il a 4 ans, là, 3-4 ans, mais c'est vrai que, par exemple, là, les licences de Besançon d'histoire avec la prépa IEP, c'est vrai qu'elle n'est pas indiquée, par exemple. Il y a quelques oublis, mais ça, justement, pour retrouver les quelques formations en plus, on peut s'aider du logiciel Parcoursup, là, pour retrouver, en effet, les quelques prépa IEP qui manqueraient dans le document en question. Donc là, vous retrouvez des exemples à l'échelon alsacien en tout cas, soit vous voyez de formation avec des doubles diplômes franco-allemands notamment. Vous voyez par exemple la licence Régio-Chimique à Mulhouse. On retrouve aussi vraiment des doubles licences à proprement parler, vous voyez comme Math-Éco-Gestion par exemple, ou même il y a une double licence Économie-Gestion LEA sur Strasbourg. Qui permet en effet de faire anglais-allemand là au niveau des langues. Vous pouvez constater que des CMI, rien qu'à l'échelon alsacien, il y en a déjà plusieurs. On retrouve aussi nos formations billetterie nationale que j'ai pu citer là au fur et à mesure, justement. Au niveau justement des doubles diplômes, on n'a pas forcément que du franco-allemand. Justement en Alsace, vous pouvez constater qu'on retrouve par exemple des formations même sur Colmar franco-espagnol. C'est un partenariat avec Séville. Ou même au niveau des licences de droit, vous pouvez constater quand même qu'il y a 4 doubles diplômes sur Strasbourg qui sont proposés. Donc après, là aussi, c'est loin d'être la seule fac. Toulouse a aussi beaucoup de doubles diplômes là, en droit ou en économie, couplés avec notamment des formations anglophones, entre autres. Tout à l'heure, je citais Nanterre là, au niveau du droit, mais là aussi, c'est loin d'être la seule formation possible. Et voilà, vous voyez même des licences comme justement la licence d'histoire en parcours franco-allemand. Et concernant les doubles licences Math-Éco-Gestion, il n'y en a que 4 ou 5 en France. Vous voyez, il y a Nantes, il y a Lyon, il y en a 2 à 3 sur Paris et il y a Strasbourg pour justement ces doubles licences-là pour un jeune qui viserait les métiers de la finance, les métiers du data notamment. Alors, concernant les études de santé, au niveau des formations universitaires, je voudrais juste faire un petit rappel parce qu'il y a certains jeunes qui peuvent parfois être un peu perdus et je le comprends volontiers au niveau de la réforme. La réforme des études de santé, concrètement, ce qui a été décidé il y a 1 an et demi, c'est que les jeunes, pour pouvoir accéder à médecin, pharmacien, dentiste, sage-femme, et plus rarement encore, mais parfois dans quelques écoles, ergothérapeutes et psychomotriciens, donc on a soit la possibilité de faire un PASS. Le PASS, je rappelle, c'est 5/6 des enseignements qui sont consacrés au bloc santé, maths, physique, chimie, biologie appliquée au corps humain. Et c'est 1/6 des enseignements consacrés à une discipline que je choisis, qui peut être scientifique ou non scientifique. A contrario, la LAS, la licence accès santé, c'est l'inverse. C'est 5/6 d'une discipline que je choisis et 1/6 en effet de bloc santé. Maths, physique, chimie, bio appliquée au corps humain. Donc, en fait, cette réforme, elle était supposée permettre à des profils peu scientifiques, voire quasiment pas scientifiques, de pouvoir potentiellement, malgré tout, accéder à certaines professions médicales, voire paramédicales. Il n'empêche qu'il y a certaines universités qui n'ont pas souhaité fonctionner comme ça. Et justement, ces universités, Strasbourg en fait partie. Vous avez actuellement 7 à 8 universités en France. Au plus proche, c'est Strasbourg et justement Reims, qui ne proposent pas le choix entre LAS et PASS, mais qui proposent une licence sciences pour la santé. Et donc, cette licence sciences pour la santé, là, à Strasbourg, par exemple, vous pouvez constater qu'on a 25 crédits consacrés au bloc santé. Donc, il y en a 3 en maths, 13 en bio et 9 en physique-chimie. Il y a 14 crédits transversaux, tout ce qui est méthodologie du travail universitaire, projet pro, informatique et langue, et vous avez 21 crédits disciplinaires, où là, en effet, vous avez le choix parmi les 11 spécialités qu'on a sous les yeux. Donc, en clair, à Strasbourg, ils n'ont pas été dans le sens de la réforme. On n'a pas le choix entre l'AS et PASS. Et donc, en clair, on est obligé d'avoir un minimum 25 crédits consacrés aux sciences, justement, à l'intérieur. Si bien que le jeune qui n'a pas justement un profil scientifique, c'est quand même très compliqué sur Strasbourg de pouvoir tirer son épingle du jeu et avoir une réelle chance de passer le cap de la sélection. Donc là, par contre, il est vrai que… Alors, c'est vrai qu'on entendait là dans les médias il y a 2 ans, fin du numerus clausus. Alors, ils l'ont changé de nom, ça s'appelle un numerus apertus parce que chaque fac a la possibilité de moduler un petit peu le nombre de places disponibles et parfois d'augmenter un petit peu les quotas. Bon, il n'empêche qu'on manque toujours autant de médecins en France et que, en effet, concrètement,
l'évaluation est plus humaine parce qu'en effet, il y a plus de contrôle continu. Il n'y a pas que des QCM, il y a aussi quelques épreuves un petit peu plus rédactionnelles, même si elles sont encore rares en première année, il faut l'admettre. Et puis, justement, ce n'est pas forcément que de l'écrit. Les 10% les meilleurs seront recrutés que sur la base d'épreuves écrites. Et entre le 10e et le 40e pourcent, on va proposer aux jeunes des épreuves orales. Hein, il y a 2 épreuves, en tout cas sur Strasbourg, une épreuve de sciences humaines et sociales, une épreuve sur le projet professionnel. Et suite à ça, voilà, soit on réussit à passer le cap de la sélection, soit on a 2 possibilités qui s'offrent à soi parce qu'on n'a pas le droit de redoubler cette première année. Hein. On n'a pas le droit de redoubler un pass dans les autres régions. Et à Strasbourg, par exemple, on n'a pas le droit de redoubler la licence Sciences pour la santé. Donc, soit je rejoins une 2e année de licence, mais normale, hein, qui dépendra de la spécialité que j'ai choisie. Si j'ai choisi une licence Sciences pour la santé, parcours chimie, je rejoindrai une 2e année de licence chimie. Soit, en effet, j'ai la possibilité de rejoindre une 2e année de licence Sciences pour la santé pour retenter ma chance une 2e et dernière fois. Hein. Donc, ça, c'est également tout à fait possible pour les jeunes qui le souhaitent. Hein. Donc, en tout cas, ce cursus permet de rejoindre les formations qu'on a sous les yeux, hein, pharmacien, dentiste, sage-femme et bien sûr médecin. Je rappelle aussi qu'il y a quelques facs en France qui permettent de préparer un double cursus pour préparer médecine et également faire un mémoire, justement. Et il y a des jeunes, par exemple, parfois qui sont passionnés de cardiologie et qui veulent aussi avoir une approche de chercheur. Hein. Et à ce moment-là, les études sont un peu plus longues. Hein. C'est des études qui durent généralement 14 ans. Et il y a 3-4 facs en France qui proposent ce double cursus et Strasbourg en fait partie, hein, au cas où. Voilà, pour les élèves qui auraient cet intérêt-là. Alors maintenant, si on parle un petit peu des classes préparatoires, hein, je fais attention au timing, c'est vrai que là, on serait supposé arrêter, on en a encore pour une petite quinzaine de minutes, 10 à 15 minutes. Juste peut-être rappeler 2-3 éléments, que les classes prépa en France ne sont pas forcément réservées qu'à des profils 17, 18, 19 et qu'il n'y a pas systématiquement une ambiance de compétition toujours systématiquement très marquée. Je veux dire, même dans des lycées comme le Kléber qui sont assez bien positionnés là au niveau national, hein, on reste sur une ambiance d'entraide, de la compétition positive. Et en effet, c'est souvent à l'échelle des professeurs qu'il y a une certaine pression qui va être mise sur les élèves, mais c'est normal, ils font leur travail. Hein, ils vont donner des petits coups d'aiguillon quand ils voient en effet que le jeune baisse sa garde en termes de rythme de travail. Alors, il y a des prépas où quand je dis que le jeune baisse sa garde, il travaille quand même 10-12 heures chaque week-end. Mais voilà, dans certains lycées, ce qu'on attend, c'est du 15-16 heures. Hein. Donc, c'est vrai que voilà, ça dépend des lycées. Il y a des lycées, si vous voulez, où en effet, la sélection à l'entrée sera un petit peu moins importante et où en effet, en termes de débouchés, par contre, il y a certains jeunes qui pourront atteindre, par exemple, les 20 premières écoles d'ingénieurs de France, mais en effet, ça ne va pas être la moitié de la promo. Et il y a d'autres lycées, en effet, nettement plus sélectifs à l'entrée, hein, où statistiquement, c'est clair que les stats sont meilleurs, mais où, en effet, il faudra accepter qu'il y aura un rythme de croisière qui va être imposé pour l'ensemble de la promo. Hein, si je compare, par exemple, à l'échelon alsacien, mais ça, c'est vrai dans toutes les régions de France, finalement, vous avez des lycées dans la capitale régionale. Bon, par exemple, si je prends l'exemple des prépas scientifiques, c'est le lycée Kléber, où là, en effet, il y a un rythme qui va être en grande partie imposé, mais c'est normal, hein, c'est le jeu, comme on dit, et où on va être sur des promos de 42 à 45 élèves. Et où on est supposé être stimulé en fait par le fait justement d'avoir une tête de classe très très consistante et très très importante. Donc là, il ne faut pas le voir comme de la compétition par rapport forcément aux camarades, mais plutôt de la compétition aussi par rapport à soi-même. Se dire, dans telle matière, en effet, je suis dans le 2e tiers, il faut que j'essaie le prochain trimestre de basculer dans le 1er tiers, par exemple, hein, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que il y a ce type de raisonnement là en classe prépa et à contrario dans des établissements moins sélectifs comme par exemple le lycée Schweitzer à Mulhouse, là c'est vrai que déjà les promos sont moins importantes, c'est plus des promos de 30-35 élèves en moyenne et comme je le disais, le jeune qui a un très bon profil, qui veut travailler 16 heures chaque week-end, les professeurs lui donneront ce qu'il faut pour que ça puisse être le cas et voilà, ce jeune peut potentiellement intégrer même des écoles très sélectives, mais en termes de proportion, en effet, ils seront moins nombreux à intégrer ce type d'école. Après, si je résume simplement la situation, sur une classe de 35, par exemple au lycée Schweitzer, des profils en terminale
en termes de résultats scolaires, ça va être à peu près 15-20 jeunes qui ont entre 13 et 15, et puis l'autre moitié qui a entre 15 et 18. Alors que dans des lycées comme le Kléber, sur une promo de 45, on en aura peut-être entre 5 et 10 qui auront entre 13 et 15 en terminale, et puis tous les autres, les 35 autres ou les 30 autres, on va dire, auront, si je simplifie grossièrement, hein, entre 15 et 19. Voilà. Si j'avance un petit peu, au niveau des grandes écoles, il n'y a pas que les grandes écoles de management ou d'ingénieurs. Hein. Je rappelle que ça peut être des écoles normales supérieures, ça peut être un IEP, ça peut être en effet des écoles nationales de statistique, hein, l'NSAE ou l'NSAI qui permettent aussi de faire de la finance notamment, l'ENAS, l'École nationale d'assurance, ou même le CELSA, hein, qui est tourné vers la communication et le journalisme, hein, qui se trouve à la Sorbonne à Paris. Donc là, juste vous rappeler que par exemple, faire une prépa littéraire où on ne retrouve exclusivement que des disciplines littéraires à l'intérieur, ça ne veut pas forcément dire là aussi qu'on est dirigé exclusivement que sur l'enseignement ou la recherche. Je rappelle qu'il y a depuis une bonne dizaine d'années en France maintenant ce qu'on appelle la BEL, la Banque d'épreuves littéraires, et cette BEL permet derrière de pouvoir en effet présenter des concours sur plus d'une trentaine d'écoles de commerce, hein, mais aussi sur des écoles de communication, mais également, par exemple, l'école du Louvre et encore d'autres écoles là, que je ne cite pas, notamment 3 IEP où il y a des places réservées. Autre prépa qui peut être intéressante. Donc, en tout cas, la BEL, si vous cherchez des informations dessus, vous pouvez en effet aller sur le site BEL Concours où vous retrouvez toutes les écoles partenaires. Alors là, je vais peut-être juste m'arrêter pour vérifier au niveau des questions. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des questions qui s'étaient rajoutées. Oui, par exemple, sur le comment choisir sa CPGE, y a-t-il des classements pour les lycées pour CPGE? Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site du classement de l'étudiant qui va nous permettre, vous voyez, de voir sur les 5 dernières années le taux de placement sur tel ou tel type d'école d'ingénieur. Et ce qui est intéressant dans ces classements, c'est qu'on peut sélectionner, par exemple, juste les écoles normales supérieures et polytechniques, ou on peut sélectionner un choix plus large pour voir le taux de placement sur les 20 premières écoles d'ingénieurs de France, par exemple. Donc, le classement de l'étudiant à ce niveau-là est en effet le plus indiqué, hein, le plus adapté. Pareil pour la CPGE BL, c'est une prépa qui, je trouve, se rapproche pas mal de l'état d'esprit d'un institut d'études politiques, parce qu'il y a un équilibre entre les sciences humaines, les matières littéraires, les mathématiques. Et c'est vrai que ce type de prépa permet tout autant d'envisager une école de commerce, une école de com, comme elle peut permettre d'envisager de la finance, des écoles nationales de statistique, les licences éco-gestion de Dauphine, hein, par exemple. Donc c'est vrai que cette prépa permet même de rejoindre certaines écoles d'ingénieurs tournées vers l'informatique, par exemple, hein, ou vers tout ce qui touche à la cognitique. Hein. Il y a une école sur Bordeaux, par exemple, hein, tournée vers cette thématique. Hein. C'est le concours GEDIC. Donc c'est aussi des choses auxquelles on pense pas systématiquement, mais une prépa BL, ça permet d'envisager pas mal de métiers tournés vers les maths, en fait. Hein. Même si c'est une prépa littéraire, ça peut paraître surprenant, mais c'est réellement le cas. Et vous retrouvez, là le site est très bien fait, sur le site de la classe prépa BL, vous mettez juste ça dans Google et vous tombez sur l'ensemble des débouchés en termes de grandes écoles et en termes de formation universitaire. BL pour alors, BL, c'est une bonne question, c'est vrai que je me suis jamais posé la question parce qu'en fait, c'est un intitulé qu'on lui donne, mais si je suis honnête, là, je pourrais même pas dire. Oui, tout à fait. Tiens, faudra que je me renseigne là-dessus. C'est vrai que je me suis jamais posé la question, hein, pour être honnête. Parce que il y a la prépa AL et la prépa BL, et là, c'est vrai que c'est vrai que là, j'ai pas la réponse, hein, pour le coup. Donc là, j'essaie de faire avancer le PowerPoint, mais je vois qu'il ne veut pas. Alors, est-ce qu'il se serait bloqué? Sinon, je vais arrêter le partage et en effet le relancer. Voilà. Et voilà. Tac. Voilà, on recommence. Voilà, c'est reparti. Il ne veut pas. Ça serait dommage quand même. Alors, attendez voir. Je vais essayer de faire avancer le PowerPoint. Oui, tac. Et que je me remette en effet là. Ah voilà, ça y est, c'est reparti. Donc là, du coup, il faut juste en effet que je me remette en partage d'écran. Normalement, ça devrait de nouveau fonctionner. Voilà. Écran partagé. Hop.
Voilà, très bien. Et voilà, je me remets ici et je me remets en grand écran. Voilà. Au niveau des classes préparatoires économiques, c'est vrai que là aussi, généralement, on pense surtout à la prépa ECG. Alors, je rappelle que là, pour un jeune qui vient d'un bac général, c'est la prépa ECG, non pas la prépa ECT qui est réservée au bac techno. Alors, cette prépa, elle est assez équilibrée en termes de matières présentes. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre entre les maths, la culture générale, un mix de philo, de littérature appliquée à l'actualité, nos deux langues. Et puis enfin, vous voyez, on retrouve une matière où là, c'est pareil, c'est une matière au choix entre histoire, géopolitique, hein, ou économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Donc, elle est assez équilibrée en termes de contenu. Par contre, en termes d'objectifs, c'est vrai qu'elle est très centrée justement sur les écoles de management, même si c'est vrai que le devenir des jeunes est assez formaté, mais ça ne veut pas dire que tous se dirigent vers une école de commerce. Ça va être en moyenne du 80 à 90%, mais il y a quand même quelques étudiants qui vont plus rapatrier des instituts d'études politiques ou certaines licences générales troisième année qui seraient un petit peu plus sélectives derrière. Donc, cette prépa ECG, là aussi, bon, bien sûr, hein, il y a des établissements très, très cotés. Là aussi, ne pas forcément s'auto-sélectionner. Moi, je le remarque à l'échelle de mes lycées, parfois les jeunes sont hésitants à sortir de la région pour aller sur des établissements lyonnais, parisiens, marseillais ou autres. C'est vrai que il ne faut pas forcément s'auto-sélectionner. Par contre, oui, c'est sûr que ce type de prépa, généralement, ce qu'on attend des élèves, c'est que déjà, au niveau du troisième trimestre de terminale ou dans le pire des cas pendant les grandes vacances, il y a une énorme séance de révision pour déjà commencer à travailler, en effet, le programme de prépa du premier trimestre. Hein. Ça, c'est une certitude pour les prépas qui sont dans les 15-20 premières de France, hein, que ce soit dans le domaine économique, mais ça, c'est également vrai hein, dans le domaine scientifique. Donc, en tout cas, voilà, ces prépas ECG, c'est une possibilité. Sachez qu'on retrouve aussi, en effet, les classes préparatoires D1 et D2 qui sont parfois moins connues et c'est un petit peu dommage. Leur particularité à ces prépas, c'est que là, on passe justement un tiers du temps, enfin plutôt, oui, un tiers du temps au lycée, hein, donc 10 heures semaine, et 20 heures en licence. Donc, la D1 est orientée sur le droit. Et la D2 est orientée sur l'économie-gestion. Ces classes prépa permettent d'envisager des écoles normales supérieures, mais pas que. La D1 permet d'envisager aussi des formations universitaires d'excellence du style magistère. Donc, je peux prendre un exemple concret, magistère juriste d'affaires franco-britannique à Rennes. Hein. Donc, ça, c'est des formations d'excellence qui recrutent des licences de droit deuxième année, mais aussi des prépas D1. Et la D2, vous voyez, peut permettre de rejoindre des écoles nationales de statistique, NSAE, NSAI, hein, des écoles tournées vers le data et la finance également, comme elle peut permettre, la D2, de rapatrier des magistères en finance, en économétrie ou dans le domaine du data, ou même, par exemple, rejoindre une formation là sur Strasbourg, il y en a 4-5 en France, tournée vers l'actuariat, hein, le diplôme universitaire d'actuaire. Donc, c'est vrai que la différence entre la prépa D2 et la prépa ECG, c'est qu'il y a moins de sciences humaines. Hein, et puis, bon, par contre, il y a tout autant de maths. Voilà, on est plus sur micro, macro, éco, gestion comptable et financière et maths. Et la D2, il y a aussi la particularité qu'on n'est pas que au lycée, on est aussi en université. Si on évoque un petit peu maintenant les prépas scientifiques, donc on va retrouver nos prépas MPSI, PCSI, PTSI. Alors PTSI, on n'est pas obligé d'avoir obligatoirement fait sciences de l'ingénieur en terminale. Hein. Un jeune qui a fait maths physique peut envisager la prépa physique, technologie, sciences de l'ingénieur. Et puis une prépa qui a ouvert il y a 2 ans maintenant, la maths physique et informatique, la MP2I, hein, qui peut être intéressante pour des profils qui veulent plus s'orienter vers l'informatique, la programmation. Hein. Autre prépa possible, la classe prépa BCPST, biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Alors, c'est une prépa où on verra qu'on va retrouver à l'intérieur les 3 matières scientifiques. Donc, c'est vrai que là, pour les jeunes Français, où on est maintenant sur le nouveau bac, en fait, en terminale, vu qu'ils sont obligés de renoncer à une matière, il leur manque forcément quelque chose au départ pour intégrer cette formation-là. Bon, là, pour les jeunes du lycée franco-allemand, vu que vous êtes encore sur les anciens bacs, limite pour cette prépa, ça peut être un atout finalement. Donc là, je passe, c'est des prépas réservés au bac techno. Et par contre, voilà, pour résumer simplement la situation sur la différence entre une MPSI et une PCSI. Une MPSI permet d'envisager tout type d'école d'ingénieurs, sauf les écoles d'ingénieurs en bio et les écoles d'ingénieurs en chimie, hein, qui sont pas vraiment adaptées. Et la PCSI permet d'envisager toutes les écoles d'ingénieurs avec un bémol pour les écoles d'ingénieurs en informatique, hein, où là, c'est quand même légèrement moins adapté. Hein.
Donc ça, c'est les deux prépas on va dire, assez classiques, hein, justement, dans les lycées français. Il y en a plus d'une centaine pour chaque exemplaire. Hein. Et à côté de ça, en effet, on va retrouver la prépa MP2I, où là, on retrouve les mêmes matières, mais on augmente les volumes horaires consacrés à l'informatique. Et donc, la classe prépa, en effet, PTSI, hein, physique, technologie et sciences industrielles, ça, vous voyez, c'est pour des jeunes qui visent à plus des formations tournées vers tout ce qui est maths physique appliquées à la mécanique, l'électronique, l'électricité, le génie civil. Alors, ce n'est pas forcément une prépa qui donne moins de chances d'intégrer des écoles très sélectives, hein, parce que sachez que, par exemple, les arts et métiers, l'ENSAM recrute énormément de PT, hein, de physique, technologie en deuxième année. Et puis enfin, la classe prépa, justement BCPST, hein, biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Donc, on la surnomme la prépa bio, mais vous pouvez constater qu'il y a quand même 8 heures de maths. Donc ça, c'est vrai que c'est une prépa qui peut permettre derrière tout autant de rapatrier de fait, vous voyez, justement des écoles vétérinaires, mais également des écoles d'ingénieurs en agronomie, en agroalimentaire, des écoles d'ingénieurs tournées vers le domaine biomédical, tout ce qui touche aux biomatériaux, ou même tout ce qui est en lien avec la conception de scanners, d'IRM, hein, et notamment les écoles du réseau Polytech. Et puis, ça peut également permettre de rapatrier des écoles d'ingénieurs tournées vers les biotechnologies, hein, des écoles, par exemple, comme le SBS de Strasbourg ou le NSTBB de Bordeaux, hein, par exemple. Donc, une prépa aussi assez intéressante. Si vous cherchez des statistiques très précises sur le devenir des jeunes qui passent par cette prépa, que ce soit pour intégrer des écoles vétérinaires, des écoles d'ingénieurs en agronomie, sachez qu'il y a un site spécifique qui est très bien fait, c'est le site SCAV, SCAV, Service des concours agronomiques et vétérinaires. Bon, je rappelle au passage que actuellement, donc les 4 écoles nationales vétérinaires publiques recrutent aussi en post-bac maintenant. Hein, elles ont une prépa intégrée en 1 an. Il y a 40 places dans chaque école vétérinaire publique. Et sachez que depuis l'an dernier, maintenant, il y a une école privée, hein, en France. C'est l'école La Salle Beauvais, qui propose plus d'une centaine de places de mémoire. Hein. Bon, l'école est moins sélective, hein, forcément, parce que là, on est quand même sur des formations qui restent assez onéreuses. Hein, des formations qui, de mémoire, sont entre 9 et 10 000 euros, hein, par an. Au niveau des écoles d'ingénieurs, je disais en début de séance qu'on a donc 2 types d'écoles d'ingénieurs. Au niveau des écoles post-bac, les écoles avec prépa intégrée, les écoles avec cycle préparatoire commun. Donc là, des écoles avec prépa intégrée, hein, vous pouvez constater que, par exemple, les 4 premiers réseaux sont publics, les ENI, les GEPI Polytech, les INSA et les UT. Hein. Bon, les écoles post-bac les plus connues en public, il y a notamment l'INSA de Lyon, il y a l'UTC de Compiègne, hein, qui sont d'ailleurs 2 écoles très, très tournées vers l'international, qui proposent des doubles diplômes franco-allemands, mais également anglophones, hein, entre autres. Et puis, à côté de ça, c'est vrai qu'on va retrouver un certain nombre d'écoles d'ingénieurs privées qui, pour certaines d'entre elles, peuvent être des écoles généralistes. Là, je pense par exemple à EPF ou à l'école HEI, là, qui fait partie du concours Alpha, par exemple. Et à contrario, vous avez des écoles très ciblées. Hein, il y a certains élèves, en effet, qui sont intéressés parfois par des écoles justement très pointues. Et alors, il n'y a pas que des écoles privées qui proposent ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles privées. Par exemple, l'ESTACA est orientée sur tout ce qui est transport. Autre exemple, IPSA est tournée vers l'aéronautique, par exemple. Hein. Et par contre, comme je le disais, il y a aussi des écoles publiques. Hein. Je peux prendre un exemple, par exemple, dans l'automobile. L'ISAT de Nevers est une école spécialisée dans le domaine des transports et c'est une école publique, hein, par exemple. Voilà. Donc, alors on peut parfois être un peu noyé dans la diversité des écoles post-bac. Là, gardez en tête, en effet, que pour trier un petit peu toutes ces écoles, déjà, il peut bien sûr y avoir la spécialité de l'école. Est-ce que c'est une école généraliste ou alors si c'est une école spécialisée dès les premières années, vers quel domaine elle est tournée. Ensuite, le côté géographique aussi. Hein. Est-ce qu'elle est tournée vers l'international? Et puis, bien sûr, aussi potentiellement les classements. Je rappelle que les classements, en effet, il y a 2 classements principalement pour s'y retrouver dans les écoles d'ingénieurs au niveau national. Il y a le classement de l'étudiant et le classement de l'usine nouvelle. Voilà, qui sont les 2 classements de référence. Hein. Et donc, concernant nos écoles post-bac, donc là, il y a donc aussi les cycles préparatoires communs. Donc là, je rappelle, je fais 2 ans dans une école et j'ai accès à un réseau d'écoles. Donc, dans les cycles préparatoires communs, qu'est-ce qu'on a? On retrouve la CPI. Donc là, en fait, c'est les 20 écoles de chimie qui font partie de la fédération Gay-Lussac.
Donc, je peux commencer par exemple par 2 années à Strasbourg et ensuite pouvoir potentiellement accéder aux 20 écoles de chimie de France. Je rappelle que la CPI de Strasbourg a une particularité, c'est qu'elle est très tournée vers l'international. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment moyen, avec cette CPI, d'avoir des cours de sciences en espagnol, en allemand, en anglais. Et il y a de nombreux étudiants internationaux qui sont sur place, donc il y a un vrai brassage culturel qui est très intéressant. Ensuite, la CPP, la prépa des INP au plus proche à Nancy. Donc là, en fait, je fais 2 ans, par exemple, sur Nancy. J'ai accès à 37 écoles d'ingénieurs en France, un septième de toutes les écoles d'ingénieurs de France. Et en plus, c'est vrai que cette prépa des INP, en première année, on fait toutes les matières scientifiques. Même si on n'a pas fait de bio en terminale, il y aura quand même 50 heures de SVT. Et en deuxième année, je dois choisir 8 matières sur les 12. Et ça me permet, en effet, après, sur contrôle continu, d'intégrer l'une des 37 écoles qui couvre tous les domaines, de la chimie, en passant par la bio, la mécanique, l'informatique, etc. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des écoles très, très bien cotées, comme les mines de Nancy, qui est en 5e, 6e position selon les années, comme des écoles de notoriété moyenne, qui sont classées entre la 50e et la 150e position. Et enfin, au niveau des écoles avec cycle préparatoire commun, le réseau Polytech. Je peux faire 2 ans dans l'une des 14 écoles du réseau, par exemple sur Nancy, et ensuite pouvoir avoir accès en fonction du classement à l'une des 14 écoles. En tout cas, pour résumer un petit peu les écoles post-bac, qu'est-ce qui pourrait justifier le choix d'une école post-bac? Déjà, il y a pas mal d'écoles post-bac où je peux insister dès le début sur les langues, alors qu'une prépa scientifique, on ne pourra pas forcément les 2 premières années insister lourdement sur les langues. Il y a même certaines écoles d'ingénieurs, par exemple, là je pense à l'UTC, où il est possible déjà de faire un semestre en 2e année en université partenaire. Ces écoles proposent un stage ouvrier dès la première année, donc il y a une approche un petit peu plus concrète, mais il n'empêche que la proportion de théorie reste très présente. Et après, la différence, c'est que le week-end, oui, il y a du travail personnel, mais pas que. Il y a un investissement associatif qui va dans tous les cas être privilégié également pour faire en sorte que les jeunes aient l'habitude de travailler en équipe. Donc ça, c'est également très important. Et c'est pour ça que plein d'activités sont proposées, associatives, culturelles, sportives. Ça peut être le 4L Trophy, ça peut être des activités d'entrepreneuriat. L'objectif, c'est vraiment que les jeunes, justement, soient en situation de travailler en équipe et qui travaillent les savoir-être. Ça, c'est la différence avec une prépa de lycée. Je ne veux pas dire que c'est mieux, mais c'est une différence. Et sachez qu'au niveau des écoles d'ingénieurs, s'il y a des candidatures qui sont réalisées, renseignez-vous bien, les élèves, avant, sur l'état d'esprit de l'école. Je prends un exemple concret entre le réseau INSA et le réseau UT. Il n'y en a certainement pas un qui est mieux que l'autre, les deux sont intéressants, mais dans les INSA, on va injecter de la compétition positive, c'est-à-dire qu'en fonction de mon classement les 2 premières années, je peux ou pas intégrer telle ou telle spécialité, alors que les UT, tant que j'ai la moyenne, quel que soit mon classement, j'intégrerai l'aspect qui m'intéresse, parce qu'on veut plutôt injecter de l'entraide. Là aussi, les 2 systèmes peuvent être intéressants. Il faut juste vérifier en tant qu'élève celui qui va le plus me stimuler en fonction de ma manière de fonctionner, d'appréhender les choses. Donc, en tout cas, il faut bien se renseigner quand on postule à ces groupements d'écoles. Là, il y a des entretiens qui peuvent être soit collectifs, soit individuels. Les entretiens collectifs, ce qu'on veut évaluer, c'est la capacité justement à travailler en équipe, à parfois défendre ses idées, mais aussi être à l'écoute des idées des autres camarades. Concernant les écoles de management, donc là, elles sont toutes privées en France, sauf Télécom Paris, mais qui recrute justement là après un bac+2 minimum. Ces écoles de management vont recruter par le biais de différents concours et vont avoir plusieurs niveaux de reconnaissance. Donc là, peut-être juste pour rappel, le minimum pour une école, c'est que le titre soit homologué par l'État. Ensuite, le degré de reconnaissance un petit peu au-dessus, c'est le statut école reconnu par l'État. Donc là, ce n'est pas le diplôme qui est reconnu, mais l'établissement. Donc là, on regarde la formation des profs, l'insertion pro. Ensuite, on va retrouver le statut diplôme visé par l'éducation nationale. Donc là, on commence à regarder les parts de recherche au sein de l'établissement. On va aussi regarder la part de profs venant de l'international, notamment. Grade de master, on reconnaît au diplôme de l'école un niveau master universitaire. École de membre de la conférence des grandes écoles, c'est un petit peu la reconnaissance suprême en France, on va dire. Il n'y a qu'une petite vingtaine d'écoles qui l'ont, cette reconnaissance CGE. Les différents palmarès. Alors, je rappelle que les palmarès au niveau national, si vous souhaitez les retrouver, en fait, n'hésitez pas à aller sur le site de l'EM Grenoble.
parce que l'EM Grenoble a une rubrique classement où ils vont dire combien ils sont classés sur chaque classement national et ça vous permet de retrouver ces fameux classements. Bon, il y a Challenge, l'Express, l'étudiant notamment. Hein. Et puis, bien sûr, les classements mondiaux. Bon, pour les écoles de commerce, il y a vraiment un classement de référence, c'est le Financial Times, mais vous aurez d'autres classements qui vont permettre d'évaluer toutes les formations universitaires, pas que les formations commerciales. Là, je pense notamment à des classements comme le Time Higher Education, le classement Vie économiste ou le Top Universities, qu'on appelle aussi le QS Universities. Hein, voilà, ça, c'est des classements mondiaux. Le classement de Shanghai aussi, bon, qui est plus axé sur la recherche, hein, qui, à mon sens, est peut-être un peu moins significatif pour des écoles de management. Et encore, c'est vrai que maintenant, ces écoles accordent de plus en plus d'importance à la recherche. Et enfin, les labels internationaux, les écoles triplement accréditées sont les écoles qui ont la plus grande visibilité au niveau mondial. Hein, donc là, par exemple, l'EM Strasbourg et ICN Nancy ont eu leur 3e accréditation l'an dernier. Donc là, de même, on retrouve différents concours qui permettent d'accéder à ces écoles. Alors, il y a des concours comme Access où il y a quand même des épreuves de maths. Hein. Donc là, c'est vrai que si on n'a pas fait au moins grand minimum 3 heures de maths en terminale, c'est pas facile. Ou alors, il faut bien se préparer au concours, aux épreuves écrites du concours. Hein. Le concours Sésame aussi, mais il y a un niveau mathématique un peu moins poussé. Sinon, on va retrouver des épreuves un peu plus classiques, du raisonnement logique, de la culture générale et économique, notamment. Et puis, il y aura bien sûr une à 2 épreuves de langue systématiquement et un entretien de motivation. Hein. Donc, Sésame, vous voyez, il y a 14 écoles, dont des écoles quand même assez prestigieuses, comme l'ESSEC, entre autres. Alors, sachant que là, attention, on ne parle pas du diplôme grande école à Bac+5. Le concours Sésame, ça peut être… Certaines écoles sont à Bac+5, mais par exemple, l'ESSEC, c'est le BBA qui est un Bac+4 en fait. Hein. Donc là, il faut être bien vigilant. Hein. En effet, ce n'est pas systématiquement la formation à Bac+5 qui est proposée au niveau du concours Sésame. Il y a certaines écoles à Bac+4 et d'autres à Bac+5. Le concours PASS, c'est pareil, c'est des BBA à Bac+4. Là, je rappelle qu'il y a la brochure École de commerce de l'ONICEP, là, au CDI, qui vraiment est très bien présentée, qui résume bien les choses. Donc, on retrouve aussi le écrit comme bachelor ou les bachelors EGC. Voilà des exemples de concours communs concernant les écoles de management. Écoles spécialisées, je vais peut-être juste un petit peu moins m'attarder. J'ai déjà parlé des écoles d'architecture. Les IEP, on va en parler juste après, justement. Pour les études dans le domaine artistique, je rappelle succinctement qu'en France, on a des DNMAID qui sont des formations professionnalisantes, concrètes et pratiques en 3 ans, qui sont spécialisées sur un type de design et qui peuvent permettre aussi bien une insertion pro qu'une poursuite d'études à Bac+5, notamment avec ce qu'on appelle le DSAA, qui se fait aussi en lycée, le diplôme supérieur en art appliqué. On va retrouver des formations en école privée spécialisées. Donc, dans chaque domaine, il y a des écoles assez pointues. Je ne sais pas, en design de mode, il y a des écoles très connues comme par exemple l'IFM, ou par exemple l'école Charbon-Savart notamment, ou la Haute École de Couture Parisienne. Si c'est par exemple en design d'espace, il y aura l'ISA par exemple qui sera connue, ou l'école Bleue, ou l'école Camondo. Bon, ainsi de suite. Mais c'est vrai que voilà, dans chaque domaine, il y a des écoles spécialisées privées qui sont assez réputées. Ensuite, en école nationale d'art, je rappelle que là, on a les Arts Déco à Paris, l'ENSAD. On va aussi avoir une deuxième école qui s'appelle l'ENSCI, les ateliers, qui elle est tournée vers le design produit spécifiquement. Et puis enfin, les Beaux-Arts de Paris. Ça, c'est pour nos écoles nationales d'art. Alors, on a aussi des écoles nationales d'art, par exemple, tournées vers le domaine de la photo. C'est à Arles. Elle recrute aussi après un Bac+2. Il va y avoir aussi, par exemple, les écoles d'audio, la FEMIS et Lumière, notamment. Au niveau des écoles de beaux-arts, je vous rappelle que c'est le site Andea pour retrouver les formations à Bac+3, les DNA, mais aussi les DNSEP à niveau Bac+5, des équivalents master. Et puis, les formations universitaires. Alors, il y a certains domaines, notamment dans le design d'espace, le design visuel. Si je suis honnête, ce n'est pas forcément les formations les plus connues. Je suis le premier à défendre l'université, mais il est vrai que voilà, il y a quand même en effet des formations où, là en tout cas dans le domaine artistique, c'est sûr que les autres formations sont plus concurrentielles si je suis honnête. Et puis parfois, il n'y a pas grand-chose. Je veux dire, par exemple, en design de mode, il y a un seul master en France, alors qui est assez réputé à la Sorbonne Nouvelle, mais c'est le seul, quoi. Donc, et en design d'espace, il y a des masters en design global en France, mais en design d'espace, pas vraiment. Donc, voilà, c'est vrai que les formations universitaires, ça peut être un début de formation, vous voyez, mais pour rembrayer ensuite en passerelle sur une école régionale d'art ou une école privée, ou même sur un DNMAID, parce que depuis que les DNMAID ont ouvert là, il y a 4-5 ans, maintenant, ils proposent des admissions parallèles en 2e ou en 3e année.
Alors, sans transition, au niveau des instituts d'études politiques, donc là, je rappelle qu'on retrouve justement notre formation à Sciences Po Paris, avec le campus historique sur Paris, mais avec aussi nos campus délocalisés qui sont orientés vers une aire géographique spécifique. Donc là, on retrouve un petit peu nos 7 campus délocalisés. Donc c'est vrai que ça présente un véritable intérêt parce que dans ces campus délocalisés, il y a bien sûr un nombre très consistant d'étudiants internationaux et justement, c'est vrai qu'il y a systématiquement la troisième année passée à l'étranger, mais ça c'est aussi vrai au campus historique de Paris. Bon, c'est clairement l'IEP qui a une offre au niveau master qui est la plus consistante possible. Et à côté de ça, on retrouve en effet 10 IEP de province. Alors là, j'attire votre attention sur un IEP qui va ouvrir en septembre 2023, c'est Fontainebleau, mais qui aura une particularité, c'est qu'il ne recrutera que des profils qui ont suivi certaines spécialités scientifiques. Donc, il y aura justement un équilibre, il y aura à peu près un tiers de sciences exactes à l'intérieur du cursus et le reste, les classiques, le droit, l'économie, les sciences politiques, l'histoire, toute la partie sciences humaines et langues. Donc, là, je rappelle qu'au niveau de ces IEP de province, donc Fontainebleau recrutera de façon autonome, à part. Grenoble et Bordeaux, ça a toujours été le cas, ça continuera à être le cas. Donc, Grenoble et Bordeaux, ce sont des sélections sur dossier entretien. Et puis, à côté de ça, il y aura le concours commun aux 7 IEP. Qu'on retrouve là. Vous voyez, le thème, d'ailleurs, j'ai mis 2022, mais j'ai bien modifié. Ce sont bien les thèmes 2023, la peur ou l'alimentation. Et l'épreuve de dissertation historique, donc ça bouge pas. Et puis l'épreuve de langue. Donc là, vous voyez, pour les élèves de terminale, ça sera le 22 avril qu'il y aura justement le concours cette année. Donc là, il y a des prépas, notamment en ligne, qui peuvent être intéressantes. Là, je pense notamment à la prépa tremplin IEP ou la prépa du CNED. Et en présentiel, c'est vrai que la prépa de Sciences Po, enfin, pardon, pas de Sciences Po Strasbourg, mais de Sciences Po Euroforce à Strasbourg, c'est une prépa, en fait, c'est une association. Ce sont des anciens étudiants de l'IEP, mais c'est aussi des personnes de 50-55 ans qui préparent les élèves au concours. C'est une prépa alors qui reste payante. Selon les formules choisies, on a entre 1000 et 1200 euros l'année, mais c'est une prépa qui existe depuis des dizaines d'années là sur le Grand Est et qui reste à mon sens de très bonne facture. J'ai encore assisté à l'une de leurs présentations là c'était il y a un mois, pas forcément pour avoir des infos sur la prépa en elle-même, mais sur justement les dernières nouveautés des IEP. Et voilà. En tout cas, c'est une prépa qui, à mon avis, reste de très bonne qualité. Il existe aussi, bien sûr, des prépas sur Paris en version intensive pendant les petites vacances. En tout cas, sachez que celle de Strasbourg, là, c'est également pendant les petites vacances, en effet, à la Toussaint, à Noël et justement en février. Il y a une semaine à chaque fois, plus des galops d'essai certains samedis, justement. Donc, il existe une prépa aussi sur Mulhouse, dans une école privée qui s'appelle ESPA. Là, j'ai moins d'avis sur la question parce que j'ai peu de recul. C'est une prépa qui est ouverte il y a à peu près 3 ans. Donc là, voilà, je n'ai pas d'avis ni positif ni négatif. Voilà, il faut faire ses propres expériences si l'école vous pose question. Voilà. Donc, Grenoble sur dossier entretien. En fait, il y a certains IEP qui ont pris goût aux conditions Covid, en fait, parce que c'était des IEP, là, pour certains d'entre eux, qui proposaient avant systématiquement des épreuves écrites. Et depuis qu'il y a eu le Covid, finalement, ils en sont restés à une sélection sur dossier entretien. Donc, Paris, c'est vrai qu'il n'y a pas d'épreuve écrite à proprement parler. Les écrits personnels, ce sont 2 lettres de motivation, en fait. Et il y a bien sûr un oral de motivation, mais un oral où on en profite aussi, vous vous en doutez, pour évaluer la culture générale du candidat. Et je rappelle qu'en post-bac, vous pouvez le constater, on a un certain nombre de doubles diplômes qui sont proposés. Grenoble, c'est uniquement master, mais c'est vrai que du franco-allemand, on en retrouve à Aix, on en retrouve à Bordeaux, bien sûr, on en retrouve aussi sur Lille, et on en retrouve, bien évidemment, sur Paris et sur Rennes. Donc, voilà, ça peut être aussi des pistes. Ce sont des sélections, par contre, à part. Par exemple, ce n'est pas le concours commun. Quand on vise des filières intégrées là, en franco-allemand sur Rennes, sur Aix notamment, ou sur Lille, on ne va pas passer le concours commun classique, ce sera un concours un petit peu plus spécifique.
Au niveau des études à l'étranger, alors là, c'est vrai que vu l'heure, déjà, j'ai déjà dépassé, donc là, je vais pas rentrer dans tous les détails de tous les pays. Juste peut-être rappeler deux, trois idées forces. Hein. Rappeler qu'en effet, quand on cherche des informations sur un pays précis, pour un type d'études précis, vous allez sur le site Euroguidance, vous pouvez faire une recherche soit par pays, ou même, vous voyez, je cherche les études de kiné en Belgique, vous mettez kiné Belgique Euroguidance dans Google et on tombe directement sur le bon dossier. Hein. Donc, ces dossiers sont très bien faits. Ils sont faits par 4 CIO orientés Europe en France. Et c'est vrai qu'on arrive sur des dossiers très complets. Hein. Pour le franco-allemand, c'est vrai que j'ai une collègue là au CIO de Strasbourg qui s'occupe notamment d'Euroguidance, qui s'appelle Manon Klein, qui peut aussi vous donner des informations plus détaillées sur le sujet. Et je sais aussi que quand j'ai des questions très précises, pour information, je contacte aussi au DAAD, Monsieur Kenstedt. Hein, si vous allez sur le site du DAAD, vous avez une présentation de l'équipe du DAAD à Paris. Et M. Kenstedt, d'ailleurs, qu'on retrouve, que je vois systématiquement au cursus, au forum franco-allemand là, à Strasbourg, c'est vrai que il est amené justement à faire des recherches parfois très pointues. Quand on a des questions très précises, il n'a pas systématiquement la réponse d'office, mais il va faire la recherche et voilà, généralement, on a l'info au bout du compte. Donc, c'est vrai que voilà, pour des questions hyper pointues, notamment sur les études en Allemagne ou autres, voilà, ça peut être justement une personne ressource très intéressante. Et bah, pour justement, alors juste pour l'international, je suis juste en train de réfléchir. Oui, si, je voulais insister sur une autre idée, c'est que on n'est pas forcément, par exemple, si je veux un cursus en anglais, ça ne veut pas dire que je suis forcément obligé d'aller aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Hein. Je voulais juste insister aussi sur le fait que vous avez des facs en effet très connues au niveau mondial et où les frais sont beaucoup plus accessibles. Hein. Là, je pense notamment aux pays justement comme les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Norvège, hein, où vous avez parfois même des écoles de commerce qui sont gratuites. Hein. Stockholm, par exemple, là, j'ai un jeune du lycée Blaise Pascal qui est intéressé et c'est quand même une école qui a été classée là, justement, dans le Financial Times en 6e position, dans les masters en management et qui n'est pas pour autant hors de prix. Hein. Et de même pour les formations universitaires, hein, justement, qui sont dans une grosse partie des cas enseignées en anglais, notamment aux Pays-Bas, hein, des facs comme justement Rotterdam ou autres. C'est vrai qu'on retrouve parfois en effet justement des facs qui restent justement très bien positionnés et où on est sur des frais qui sont entre 2 et 3 000 euros par an. Hein. Donc au niveau de l'anglophone, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément être fixé que sur le Royaume-Uni ou les États-Unis ou le Canada. Même si en effet, il y a aussi des facs qui sont très intéressantes à l'échelle de ces pays-là. Hein, à l'échelle de ces pays-là. Donc, en tout cas, concrètement, c'est vrai que là, par rapport donc à ces recherches-là, je rappelle juste en effet que pour certains pays, il faut être très vigilant sur le calendrier. Hein. Par exemple, au Royaume-Uni, c'est sur le site UCAS hein, et il y a un certain nombre de bachelors où il faut être vigilant parce que c'est avant le 15 janvier. Et de même, par exemple, les Pays-Bas, là sur le site Studylink, là aussi, hein, c'est avant le 15 janvier pour certains bachelors en tout cas. Hein. Donc là, voilà, il faut être très vigilant. Hein. Pour les autres pays, là, ça peut être variable hein, selon les pays. Après, tout à l'heure, j'avais vu une question au début là, par rapport à l'EPFL. L'EPFL, en tout cas, la principale condition, ça va être notamment justement la mention très bien au bac, avoir plus de 16 hein, au bac. Et puis après, bien sûr, avoir un cursus en cohérence hein, au niveau des matières suivies, des spécialités suivies, qu'elles soient en lien avec le bachelor qu'on envisage hein, par la suite. Hein. Il n'y a pas forcément, vous voyez, par exemple, une option particulière à avoir suivi, absolument. Mais par contre, oui, il faut que justement les spé suivis soient en lien direct avec le bachelor, bon, bien évidemment. Bien évidemment. Et ça me fait penser aussi là, par rapport aux études artistiques, hein, c'est vrai que j'ai souvent des jeunes qui s'intéressent justement à des écoles en Belgique. Hein. Il y a des écoles très très connues au niveau artistique en Belgique. Hein. Je pense à l'Académie royale des arts, je pense à la Cambre, je pense à l'INSAS pour l'audiovisuel, ou même dans le domaine artistique en Suisse, l'ECAL à Lausanne ou la ED sur Genève. C'est vrai que ça, c'est des écoles qui proposent des cursus qui sont aussi très intéressants. Et donc, Parcoursup, je rappelle que, par exemple, cette année, les candidatures vont se faire entre le 18 janvier et le 8 mars. Hein, c'est un peu plus tôt que les années précédentes. Et après, les jeunes auront jusqu'au 6 avril pour les projets de formation motivés. Hein.
Et justement, après, les résultats tomberont à partir du 1er juin. Je rappelle, tiens, il y a une dernière formation que je n'ai pas citée. Je vais peut-être conclure par ça, parce que là, c'est vrai que je commence vraiment à dépasser le timing. C'est les CPES, les classes préparatoires aux études supérieures. J'en ai parlé tout à l'heure. Je disais précédemment que des CPES, bon, il y en a une historique, hein, c'est la CPES de Henri IV avec l'Université Paris Sciences Lettres. Quand vous regardez le devenir de ces jeunes, hein, donc par exemple la CPES de Paris, vous avez 3 parcours. Hein. Il y a un parcours sciences exactes, un parcours dans le domaine littéraire et un parcours en sciences économiques, sociales et juridiques. Et c'est vrai que quand on regarde le devenir de ces jeunes, hein, certains, on les retrouve en école normale sup, d'autres, on les retrouve dans des grandes écoles d'ingénieurs ou de management. Et puis, on en retrouve aussi sur des masters universitaires pour ensuite faire de la recherche, aussi bien en France qu'à l'international. Donc, ces CPES, en fait, au départ, il y avait surtout Paris, et c'est vrai que maintenant, il y en a une vingtaine qui ont ouvert en France. Hein. Celle de Strasbourg, donc c'est un partenariat entre le lycée Kléber, par exemple, et l'université de Strasbourg. Et donc, la CPES de Strasbourg, vous voyez, la première année, les jeunes sont 70% du temps en prépa au lycée Kléber et 30% du temps à la fac. En deuxième année, c'est moitié-moitié. En troisième année, c'est l'intégralité du temps passé en effet à l'université, sachant que sur les 2 semestres de troisième année, il y en aura un qui sera passé à l'étranger. Et donc, c'est vrai que ces classes préparatoires aux études supérieures peuvent être un bon compromis finalement entre les formations universitaires et les formations de type prépa, vu que c'est un mix des deux. Et on est moins dans l'objectif exclusif d'écoles très sélectives, de management ou d'ingénieurs. C'est un débouché possible, mais on peut rejoindre des formations universitaires et ensuite faire un doctorat, par exemple, si on le souhaite. C'est également une possibilité hein, avec ce type d'école. En tout cas, voilà, je rappelle juste, bon ça c'était une digression pour ne pas oublier d'en parler, mais je rappelle juste en effet que Parcoursup, les jeunes ont le droit à 10 vœux et 20 sous-vœux, hein, et qu'à l'intérieur d'un seul et même vœu, c'est 10 sous-vœux maxi. Donc par exemple, si je demande une classe prépa NPSI, c'est mon vœu et mes sous-vœux, ce sont les différents établissements. Mais ce système de sous-vœux ne fonctionne pas pour les licences. Hein. Je ne peux pas dire mon vœu c'est la licence d'histoire et mes sous-vœux c'est Strasbourg par exemple et Paris. Pour les licences, ça ne marche pas. Mais en effet, pour des DNMAID, pour des BTS, pour des BUT, pour des classes préparatoires, il y a bien un système de vœux sous-vœux. Et donc, en tout cas, ne pas hésiter à élargir un maximum le nombre de candidatures. Je suis en train de vérifier s'il y a d'autres questions. Non, a priori, ce n'est pas le cas. Très bien. Je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est vrai, comme on disait, là, j'ai peut-être déjà bien dépassé le timing. Hein. Merci beaucoup et chapeau d'avoir parcouru tout le spectre des études supérieures en France. Je vais arrêter l'enregistrement pour pouvoir donner plus facilement la parole aux parents et aux lycéens qui le souhaitent. En tous les cas, un grand merci. Merci à vous.